bienvenue sur la plage du CNC et d'avoir bravé les intempéries pour venir jusqu'ici. Je suis très heureux de vous accueillir ce matin pour ce grand débat qu'on a intitulé « Créer, diffuser et transmettre le cinéma au risque de l'offense », autour donc de la liberté de création. Alors d'abord un petit rappel. Il y a 6 ans, la liberté de création était consacrée par la loi comme une liberté fondamentale dans notre pays. Et c'est d'ailleurs parce que dans d'autres pays, des cinéastes ne jouissent pas toujours de cette liberté de création qu'on a créé ici même, l'an dernier, un dispositif qu'on a appelé Caméra Libre, qui est une résidence pour les cinéastes empêchés ou persécutés dans leur pays. Actuellement, cette résidence accueille, pour information, 7 cinéastes étrangers en France. La liberté de création, je le dis régulièrement et je le répète depuis ces dernières années, c'est fondamentalement notre boussole au CNC. Le nouveau cadre d'ailleurs de régulation et de financement qu'on continue de construire se doit de garantir les conditions de cette liberté pour tous ceux qui participent à la création dans le cinéma, les réalisateurs, les scénaristes, les producteurs, les acteurs. C'est fondamental, c'est même essentiel pour nous. Mais aujourd'hui, on constate dans nos sociétés occidentales et démocratiques, je ne parle pas évidemment des pays qui sont des dictatures ni des régimes plus ou moins obscurantistes, on constate que certaines œuvres, certains artistes, l'emploi de certains mots même sont contestés par une partie de la société, par des porte-paroles ou par des organisations qui portent des préoccupations, souvent légitimes, de lutte contre toute forme de discrimination, de violence ou de déconsidération en fonction de l'origine géographique, du milieu social, de la religion, du handicap, de l'orientation sexuelle ou autre. Cette multiplication de ce qu'on pourrait appeler des injonctions au respect, mais aussi cette relecture des œuvres avec le jugement d'aujourd'hui, que ces injonctions d'ailleurs soient conservatrices ou progressistes, ça peut en fait aussi être une menace pour la liberté de création. Alors bien sûr, cette tension entre la liberté de création et la sensibilité sociale, la sensibilité religieuse ou politique du moment, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est même une constante dans l'histoire des arts. Ça fait d'ailleurs pas si longtemps que l'art sert à s'opposer, à critiquer au lieu de magnifier ou de célébrer. Et quant à la liberté de création, c'est une conquête progressive et surtout très récente à l'échelle de l'humanité. Mais ce qui est nouveau dans ce qu'on vit aujourd'hui, c'est d'abord que les motifs à contestation et les demandes de respect faites aux artistes se multiplient. Encore une fois, qu'elles soient conservateurs ou progressistes. Ce qui est nouveau aussi, c'est que la puissance et la viralité des réseaux sociaux décuplent les prises de position radicales à l'égard de tel ou tel artiste ou de telle ou telle œuvre. Ce qui est nouveau aussi, c'est que tous les champs de la culture sont concernés, et donc, bien sûr, le cinéma et les œuvres audiovisuelles. Sur les autres champs de la culture, quelques exemples, parmi d'autres. Au Palais de Tokyo, récemment, un tableau de Myriam Khan est vandalisé au nom de la protection de l'enfance. L'opéra Carmen en France ou en Italie, ou des romans d'Agatha Christie ou de Roald Dahl ou de Ian Fleming sont en partie réécrits pour lutter contre les féminicides, contre l'héritage du colonialisme, du patriarcat ou du racisme. Certains livres sont retirés dans des bibliothèques, notamment en Amérique du Nord, mais aussi dans d'autres pays, de Mark Twain à Toni Morrison, de Tintin à Astérix, des livres pour enfants évoquant l'homosexualité, l'homoparentalité ou des livres d'histoire. Et dans le cinéma ou au théâtre, la notion de ce qu'on appelle appropriation culturelle vient questionner jusqu'au métier même de comédien. C'est frappant d'ailleurs quand on entend Tom Hanks qui dit qu'il ne pourrait plus jouer aujourd'hui Philadelphia parce que son rôle ne correspondait pas à son identité sexuelle. Et Orson Welles pourrait encore être Othello dans son propre film.
Donc quelle est notre boussole face à ce flot de revendications de tous bords adressées à cette liberté de création? Quelle peut être la boussole des pouvoirs publics en général et d'une institution comme le CNC en particulier? Comment trouver un juste équilibre entre les progrès sur les représentations sociales et le respect des libertés fondamentales? Alors d'abord, le point de départ, il est très clair. C'est que dans une société démocratique comme la nôtre, la liberté, c'est le principe. Et l'interdiction, ça doit rester l'exception. En l'occurrence, la liberté de création, c'est un droit, encore une fois, fondamental, comme je le disais, consacré par la loi en 2016. C'est même une des formes de la liberté d'expression qui elle-même est garantie par l'article 11 de notre Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Cette liberté d'expression, d'ailleurs, dont la Cour européenne des droits de l'homme a jugé, je cite, qu'elle vaut aussi pour les idées qui heurtent, qui choquent, ou qui inquiètent l'État ou une fraction quelconque de la population. Mais cette liberté, comme toutes les autres, n'est évidemment pas illimitée. Elle peut être soumise à des restrictions ou limitations, à condition que ces restrictions ou ces limitations soient, elles aussi, prévues par la loi. En l'occurrence, les autorités publiques ont le pouvoir d'interdire une manifestation artistique quand elle génère un risque pour l'ordre public. Ça avait été le cas, rappelez-vous, par exemple, dans certaines villes à la sortie de La dernière tentation du Christ de Martin Scorsese, il y a quelques années, qui avait déclenché une vague de contestation d'une grande violence jusqu'à l'attentat du cinéma Saint-Michel à Paris. Deuxième limite, sur le plan pénal, les œuvres qui incitent à la haine, à la violence, au racisme, à l'antisémitisme, à la xénophobie ou à la contestation de l'existence de crimes contre l'humanité sont sanctionnées. Troisièmement, et ça d'ailleurs, ça concerne directement le CNC, la diffusion des films en France est subordonnée à la délivrance préalable d'un visa d'exploitation qui sert principalement à deux choses: protéger l'enfance et la jeunesse et assurer le respect de la dignité humaine. Voilà, c'est simple, la création est libre et protégée comme telle, tant qu'elle ne franchit pas les limites assignées par la loi que je viens à l'instant d'évoquer. Ainsi, et tant que je serai président du CNC, c'est une ligne que je défendrai, que nous défendrons absolument. Le CNC se refuse à contrôler ou à intervenir de quelque façon que ce soit dans le contenu même des œuvres. Mais malgré tout, c'est notre devoir de nous poser toutes ces questions autour de la notion de diversité de la création que nous soutenons, notamment sur sa capacité à refléter toutes les réalités de la société française et du monde d'aujourd'hui. Alors par exemple, ça passe par la diversité de recrutement des professionnels qui choisissent de travailler dans notre filière, et là c'est le rôle majeur des écoles et des formations qui est crucial. Ça passe aussi par le renouvellement des profils qui composent l'ensemble de nos commissions d'aide sélective au CNC, notamment, mais aussi des autres soutiens publics, par exemple dans les collectivités. Et puis il y a aussi tout ce travail de transmission du patrimoine cinématographique. C'est pas parce que certains films, y compris des classiques, reflètent parfois des stéréotypes ou des conceptions sociales, politiques ou religieuses d'un autre temps qu'il faut renoncer à les protéger ou à les montrer. Il faut au contraire accompagner le public, contextualiser, éduquer d'une part et valoriser d'autre part ce patrimoine dans toute sa richesse. Je pense d'ailleurs par exemple à tout ce qui est fait depuis plusieurs années pour faire renaître et reconnaître le travail des réalisatrices ou monteuses injustement oubliées. Bon, je ne serai pas beaucoup plus long, on le voit, le sujet est assez complexe, il requiert quand même de la subtilité, de la nuance et de l'ouverture. C'est pour ça qu'on a voulu organiser cette belle table ronde pour réfléchir à tous ces sujets essentiels avec la distance nécessaire. Il fallait donc tout le talent d'Olivia Gesbert pour modérer la discussion. Et je tiens à la remercier très sincèrement. Je suis également évidemment heureux et honoré d'accueillir les 7 participants à cette table ronde. Olivia va vous les présenter, qui, j'en suis certain, sera une table ronde de très grande qualité et va contribuer à éclairer la pratique du CNC et des pouvoirs publics en général sur ce sujet. Juste un petit mot de conclusion pour ouvrir le débat. Ce sont des propos qui ont été prononcés par Salman Rushdie il y a quelques jours au British Book Awards. Je le cite. «
Nous vivons à une époque, je pense, où la liberté d'expression, la liberté de publier n'ont pas été autant menacées de mon vivant dans les pays occidentaux. Les livres doivent nous venir de leur temps et être de leur temps. Et si c'est difficile à supporter, ne les lisez pas. Lisez un autre livre. Mais n'essayez pas de refaire le travail d'hier à la lumière des attitudes d'aujourd'hui. Je vous remercie. Excellent débat. Merci beaucoup Dominique Boutonat et merci à tous d'être là ce matin avec nous pour ce débat créer, diffuser et transmettre le cinéma au risque de l'offense. Alors pour ce débat, pour cette discussion, le choix a été fait et vous allez voir ô combien pertinent d'ouvrir cette discussion, c'est-à-dire de ne pas avoir un focus, un point de vue uniquement français, mais d'essayer d'élargir un peu cette question avec une perspective plus internationale, et ce grâce à la présence notamment de Louise Lantagne, que je salue tout d'abord. Bonjour. Bonjour madame, présidente directrice générale de la Société de développement des entreprises culturelles canadiennes. Vous êtes là avec nous, une sorte de CNC québécois, on peut le dire comme ça. Société de développement des entreprises culturelles du Québec. Et le Québec a sa propre vision, je dirais, qui parfois diffère de celle du Canada. Mais c'est pas grave. Mais c'est intéressant. Donc on va y revenir aussi. À vos côtés, Gjersti Mo, qui est présidente directrice générale de la Norwegian Film Institute. Donc on a avec vous un autre point de vue aussi européen. Et puis Catherine Trottmann, qui est présidente du fonds Eurimage du Conseil de l'Europe, qui est un fonds qui participe notamment au soutien et à la promotion d'un cinéma indépendant. Vous allez nous raconter, parce qu'il y a quand même beaucoup d'États qui sont membres, qui peuvent aussi apporter leur voix à ces discussions et comment vous travaillez. À nos côtés également, Rachid Ami, qui est à ma gauche, qui est acteur-réalisateur. Il a notamment réalisé Pour la France, un film sorti cette année. Un film qui est inspiré de la vie de son petit frère qui est mort, qui est décédé à Saint-Cyr lors d'une soirée de bahutage sauvage qui a mal tourné. Ce film sorti cette année en dit long aussi sur un contexte qui vous a peut-être inspiré ou influencé. On y reviendra. À vos côtés, Caroline Fourest, journaliste, réalisatrice, essayiste, auteure entre autres de Génération offensée, paru chez Grasset. Et puis le critique de film, Philippe Rouillet, président du syndicat français de la critique. Voilà pour ce premier tour de table. Il nous manque un invité, Manuel Alduy, qui est aussi à nos côtés, que je n'ai pas encore présenté, qui est directeur du cinéma et des fictions numériques et internationales à France Télévisions. Bonjour à tous et merci d'avoir accepté cette discussion. Alors moi, je viens d'arriver à Cannes. Donc j'ai pas suivi autant que vous l'actualité cannoise, l'actualité du festival, si ce n'est à travers les réseaux sociaux. Notamment, j'ai compris qu'il y avait eu une vaste polémique autour de la montée sur le tapis rouge des équipes du film de Maïwenn. J'ai même vu 2 agresseurs sur le tapis rouge relayés sur les réseaux sociaux. J'ai compris qu'il y avait peut-être des questions à se poser autour du film de Catherine Corsini. Le Retour, qui soulève notamment cette question possible de l'appropriation culturelle, puisque c'est une réalisatrice, une cinéaste blanche qui filme notamment une actrice, une comédienne noire et qui surtout raconte son histoire. Vous, Philippe Rouillet, vous étiez aux avant-postes puisque c'est vous qui avez animé la conférence de presse. Vous allez pouvoir peut-être nous raconter les questions que ce film a pu soulever et les sensibilités qu'il a pu éventuellement travailler. Mais je vais commencer par un autre post que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux, celui d'un des débatteurs de cette assemblée, des débatteurs un peu indisciplinés, qui a décidé de commencer le débat avant l'heure, sans nous. Et c'est vous, Manuel Alduy, puisque vous avez écrit, posté ces mots, l'une des révélations, enfin, entre parenthèses, de ce festival de Cannes, et que l'on ne sépare pas l'homme de l'artiste. Ce sont les mêmes et uniques personnes. En revanche, on peut apprécier les œuvres. Racontez-nous, qu'est-ce qui vous a... Oui, prenez le micro, je crois que c'est à votre tour. Qu'est-ce que ce début de festival révèle de l'époque? Visiblement, pour vous, il y a eu une révélation en tout cas intéressante. Bonjour, merci. Vous m'avez pris de court.
Un des débats qui n'est pas forcément éteint, qui a surgi avec la présentation en ouverture du Festival de Cannes du film Jeanne du Barry, je pense pour beaucoup d'entre nous, c'est celui, non pas de... il ne fallait pas que ce film existe, c'est une coproduction de France Télé, on en est ravis, on aime beaucoup le film, mais jusqu'où célèbre-t-on les personnes qui sont dans une œuvre quand ces personnes font débat par leurs actes. Le film de Jeanne du Barry, pour être assez explicite, il y a Johnny Depp qui a eu un procès retentissant. France Télévisions, je vous invite à le regarder, à diffuser un documentaire dans la fabrique du mensonge sur comment Johnny Depp, avec ses avocats, a utilisé les réseaux masculinistes pour torpiller son adversaire Amber Heard. La montée des marches qui a précédé la projection de Jeanne du Barry mardi, l'accueil du film dans la salle, c'était une forme de réhabilitation people de Johnny Depp. Et ça a choqué des gens. Ça s'est vu sur les réseaux sociaux. C'est sans doute une des nouveautés de notre époque, c'est que maintenant, les gens qui sont offensés ont le droit de parler. Mais il faut faire la différence avec l'œuvre en tant que telle, et c'est toujours cette ligne qui est difficile à suivre, dont sans doute on va en reparler. Il ne s'agit pas de censurer les œuvres, de censurer la création, mais il y a une différence entre projeter et célébrer, entre diffuser et célébrer. Quand on célèbre, je pense qu'on monte une marche qui ouvre à plus de débats dans la société par des personnes qui peuvent être choquées. Donc ça, c'est un exemple. On en a eu d'autres avant, mais ça a agité toutes sortes de conversations. Nous, on a fait une émission de télévision avant-hier soir qui s'appelle « C'est ce soir » sur France 5. Ça a été exactement l'objet du débat. Il y avait Thierry Frémaux qui est venu en parler. Il y avait d'autres journalistes et essayistes autour de la table. Voilà, c'est ça que... Je ne voulais pas lancer le débat avant, mais comme on était, nous, interpellés, puisqu'on a soutenu le film, on a mis beaucoup d'argent dans Jeanne du Barry, dans ce film qui est très bien. Faut expliquer qu'est-ce qu'on en pense quand on voit qu'il y a ce débat. Et je ne veux surtout pas que le film soit effacé. Il n'y a aucune menace sur le film. Et d'ailleurs, en général, il n'y a aucune menace, il n'y a aucun danger dans la création aujourd'hui. On y reviendra, comme ça me permet de lancer une polémique de plus pour tout à l'heure. Mais le Festival de Cannes, c'est le plus grand festival de cinéma du monde. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on montre a une portée symbolique immense dans la filière du cinéma et auprès des cinéphiles. Voilà. Donc c'est la question de la célébration. Jusqu'où on va dans la célébration ? Merci d'avoir ouvert cette discussion. Caroline Forest, qu'est-ce que ce début de festival révèle pour vous de l'époque ? Est-ce que, comme Manuel Alduy, vous avez le sentiment que l'une des révélations de ce festival est qu'aujourd'hui, on ne sépare plus l'homme de l'artiste ? Est-ce que c'est une bonne chose ? Alors d'abord, je partage ce réglage et je plaide pour depuis très longtemps, à savoir que l'une des avancées de nos dernières années, c'est effectivement de ne plus excuser les hommes parce qu'ils sont artistes. Et c'est une des avancées majeures de MeToo et du féminisme en général et de nos sensibilités plus développées à ces questions. Donc ça, c'est un acquis pour moi qu'il faut continuer à défendre. Et par contre, c'est de plus en plus difficile effectivement de le faire entendre, et notamment aux nouvelles générations. Ça ne veut pas dire qu'on doit juger une œuvre au regard du comportement d'hommes des artistes et qu'on doit éventuellement vouloir censurer une œuvre, parce que je pense vraiment que les œuvres ont une âme propre. D'abord, les œuvres sont toujours des œuvres collectives. Elles ne sont même pas seulement la créature de leur metteur en scène. Il y a, sur tout un processus, il y a 500 à 1000 personnes qui peuvent travailler sur un film. Et on ne peut pas, pour le comportement d'un homme ou d'une femme, fût-ce l'acteur principal ou fût-ce la réalisatrice, et je n'aime pas qu'on mette, dans une pétition récemment, ces comportements sur un même niveau avec un signe égal en disant les agresseurs. Je pense que ça participe à toutes les simplifications de notre époque. Et donc si on simplifie, c'est-à-dire que si tous les actes se valent, si tous les actes d'un artiste, ou d'un homme ou d'une femme se valent, qu'ils aient lieu dans la vie privée, qu'ils aient été jugés ou pas jugés, qu'ils aient lieu sur un plateau, ce qui pour moi est une différence, par exemple. Ça n'est pas la même chose de se poser les questions sur une œuvre ou sur un artiste quand, dans le milieu professionnel, vous mettez en danger quelqu'un. Je pense que ça n'appelle pas la même réaction que quelqu'un qui peut avoir des comportements que l'on peut réprouver, mais qui ne mettent pas en danger les autres dans son milieu professionnel. Et s'ils ont mis en danger quelqu'un dans sa vie privée,
Je n'aurais pas la même attitude si ces actes ont été pénalement prouvés, réprouvés et condamnés que s'ils ne l'ont pas été. Et en tout cas, je jugerai toujours une œuvre pour son âme propre. Mais vous voyez à quel point c'est complexe. Et pourquoi c'est complexe ? Un peu comme l'affaire Polanski, je pense que le cas de Johnny Depp et de Jeanne du Barry est dans une zone grise où il y a des comportements sur lesquels nous n'avons pas tous la même appréciation parce que ça n'a pas été jugé. En réalité, c'est-à-dire qu'on a entendu Johnny Depp est innocent, Johnny Depp est coupable. Il n'est ni l'un ni l'autre au regard de la loi, puisque nous parlons de 2 procès en diffamation, l'un gagné par Amber Heard, l'autre perdu par Amber Heard, et avec des montants encore plus importants, et que nous n'avons pas la même appréciation selon que nous ayons, pour certains, suivi le procès. Alors moi, j'ai beaucoup suivi le procès. J'ai vraiment, je crois, regardé énormément de ce procès. Selon qu'on ait vu La Fabrique du mensonge sur France Télévisions, et uniquement La Fabrique du mensonge sur France Télévisions, qui est un documentaire passionnant, mais qui n'analyse qu'un aspect de ce procès, c'est-à-dire effectivement comment les réseaux masculinistes se sont emparés du cas de Johnny Depp pour se déchaîner contre Amber Heard, vous n'allez pas du tout avoir la même sensibilité, vous n'allez pas avoir du tout la même impression de la réhabilitation. Si vous pensez que Amber Heard et Johnny Depp étaient enfermés dans une relation toxique, ou elle-même ayant commis des violences dans d'autres de ses relations contre des personnes, et lui-même ayant commis des violences contre elle et elle contre lui, vous n'arrivez plus à savoir qui a commencé, mais vous savez une chose, c'est que vraiment ils ne devaient pas se croiser, ou alors qu'ils devaient rester ensemble à vie, pardon, je finis, vous vous dites, après tout, Johnny Depp étant très connu, il est artiste, il est acteur, il n'a pas été condamné pour violence conjugale, on n'est d'ailleurs pas sûr que ce soit aussi simple que ça, il a le droit d'avoir une vie professionnelle, et il a le droit de monter les marches à Cannes. Si vous avez vu La Fabrique du mensonge et que vous vous dites il a servi à un déchaînement masculiniste contre Amber Heard qui est en train de se cacher elle et qui n'a plus trop le droit à une vie professionnelle en ce moment, c'est une réhabilitation insoutenable que de voir Johnny Depp monter les marches. Voilà, donc on comprend que les regards... Oui, pardon. Les regards changent, et pardon bien sûr, et je finis là-dessus. Oui. Donc en fait, moi-même je ne sais pas, je n'ai pas d'avis tranché, je ne sais pas ce que je ressens, je suis contente qu'il y ait débat, ça m'aurait gêné qu'il n'y ait pas débat sur la montée des marches de Johnny Depp. Et néanmoins, je suis contente de vivre dans un monde où on puisse continuer à en débattre au lieu d'empêcher quelqu'un d'avoir une vie professionnelle quand sa vie privée est si tumultueuse. Et contente peut-être d'être ou de vivre dans un monde où, finalement, la présence de Johnny Depp à l'affiche n'a pas empêché France Télévisions de soutenir ce film, ce que vous nous disiez, Emmanuel Alduy. Est-ce que ça a influencé votre critique, Philippe Rouillet ? Alors, ça n'a pas influencé ma critique pour la raison même qui a été dite ici, c'est-à-dire que moi, je n'ai pas parlé de Johnny Depp en tant que Johnny Depp, j'ai parlé d'un film qui s'appelle Jeanne du Barry. Et mon métier est d'être critique de cinéma, pas d'être chroniqueur judiciaire, et donc j'ai parlé d'un film et de son interprétation. Ça veut dire que vous arrivez à être complètement imperméable au bruit de l'époque. C'est un peu ce qu'on propose quand on dit qu'il faut la diffusion des films. Alors après, l'autre problème est celui de la célébration. Mais je ne vois pas comment on peut inviter un film à Cannes sans le célébrer. Le Festival de Cannes, c'est la célébration du cinéma, et évidemment de ceux qui le font. Donc, si on dit on ne va pas célébrer Johnny Depp parce que voilà ce qu'il a fait, etc., ça veut dire qu'on ne peut pas inviter le film à Cannes. Si on invite le film à Cannes, évidemment l'ouverture est particulièrement médiatique, mais on aurait passé le film le lendemain hors compétition, il y aurait eu exactement le même scandale, parce qu'on aurait quand même eu une montée de marche. Et donc, soit on dit, dans ce cas, on n'invite pas le film à Cannes. Et dans ce cas, ça joue forcément sur sa diffusion. Parce qu'il ne faut pas se masquer la face. Un film qui est à Cannes, c'est très important pour ses ventes internationales. Manuel, avec France Télévisions, nous le dira. Le fait que le film ait été sélectionné officiellement par le festival a dopé sa carrière artistique, financière dans le monde entier. Donc, dire on ne va pas de célébration, c'est un vœu pieux. Concrètement, c'est impossible. Ou alors, il ne faut pas sélectionner le film. Et donc, handicaper l'œuvre d'art. J'avance avec vous, Philippe Rouillet, sur cette question de l'époque et la manière dont elle peut influencer notre perception des films et peut-être aussi la place qu'on leur accorde dans cette histoire du cinéma. Est-ce que c'est un hasard si un film comme celui de Chantal Akerman, Jeanne Dillman, a pris cette année la tête du classement du meilleur film de tous les temps de la revue Sight and Sound? Vous faisiez peut-être probablement partie, Philippe Rouillet, du panel des votants. Est-ce que c'est pour vous un choix dans l'air du temps ou est-ce que c'est une revanche de l'histoire, de placer une femme en tête de ce classement avec un film sur la condition
des femmes à l'époque. Il faut peut-être quand même rappeler, ce classement, il est très important. C'est le classement de la revue Sight and Sound. C'est en quelque sorte, depuis 1952, c'est un classement qui arrive tous les 10 ans, où il y a un panel de critiques, historiens du cinéma et de réalisateurs qui sont sollicités. Et donc, comme c'est à peu près le seul de cette ampleur-là, tous les 10 ans, on a comme ça une sorte de pouls qui est pris en 52, en 62, et donc là c'était en 2022. Et c'est très intéressant de voir comment des films qui sont portés très haut finissent par disparaître. Je veux dire, au tout début, c'était le cuirassé Potemkin. Et il y avait une dimension évidemment politique. Aujourd'hui, le cuirassé Potemkin n'est plus dans les 10 premiers. Hein. Et ces dernières années, Citizen Kane a été très loin, dépassé en 2012 par Vertigo, et cette année, c'est Jeanne Dielman. Alors, il faut aussi rappeler le processus, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de votants, il y avait 1200 votants cette année, et chacun doit donner sa liste de ses 10 films préférés de tous les temps, sans ordre de préférence. Je peux vous dire que vous mettez un certain temps, hein, n'en gardez que 10. Et donc, après, il n'y a pas une discussion entre les votants pour dire ça serait bien qu'on mette le film de Jeanne Dielman en numéro 1 parce que ça serait une revanche, ce serait symbolique. Non, après, c'est l'arithmétique. C'est-à-dire qu'on a fait les comptes des voix. Pour chacun des 10 films, vous avez un point, et après, Jeanne Dielman est arrivée en tête. Alors, ce qui est très intéressant, c'est ce que ça dit des votants. C'est ce que ça dit des votants qui se disent tout d'un coup, ah ben oui, c'est très intéressant on va mettre des films de femmes en avant. Il faut aussi rappeler que dans les 10 meilleurs films, enfin dans ce classement-là, en numéro 7 arrive Claire Denis avec son film Beau Travail. Et donc, aussi bien Beau Travail que Jeanne Dielman n'étaient pas du tout dans les 10 premiers. Et ce qui m'a épaté, c'est que moi j'attendais évidemment un film de femme ou plusieurs films de femmes dans les 10 premiers, mais je pensais que ce serait plutôt Jeanne Campion avec sa leçon de piano, première Palme d'Or à Cannes, ou bien Agnès Varda, qui me semble faire l'unanimité dans le monde entier, puisque c'est des votants du monde entier. C'est pas les Français qui votent, c'est pas les Anglais qui votent, c'est le monde entier. Et il me semble que Agnès Varda, et finalement Agnès Varda est bien dans le classement des 100, mais elle est 20e ou je sais plus. En tout cas, elle n'est pas dans les 10 premiers, et ça a été un sujet d'étonnement. Mais en même temps, Jeanne Dielman est un film politique. C'est un film où on prend comme protagoniste une mère au foyer. On dit que tout d'un coup, être mère au foyer, on peut être héroïne de sa propre vie, même si c'est une vie qui dérape. Et donc, c'est très, très intéressant. Et ce choix, qui n'est pas concerté au sens que ce n'est pas un jury qui a décidé, mais c'est le fruit de la pensée de 1200 personnes, c'est évidemment très révélateur de notre époque. Voilà, Chantal Akerman, une femme qui prend la tête du classement, tandis que Roman Polanski et Woody Allen étaient déclassés, voire sortaient complètement du classement. Ils sont encore là, ils sont encore là, mais ils ne sont pas dans les 10 premiers, ils sont très loin. À juste titre ou pour la bonne cause ? Il n'y a pas de juste titre ou de bonne cause, puisque les 1200 votants ont voté en âme et conscience. C'est ça qui est très intéressant. Et vous ne pouvez pas voter contre, vous votez pour. Vous allez mettre en valeur 10 films. Ce n'est pas 10 auteurs, c'est 10 films. Et après ça, vous ne pouvez rien faire d'autre. Vous ne pouvez pas dire ceux qui votent pour Polanski, ceux qui votent pour Chantal Akerman, c'est pas bien, c'est bien. Non, vous avez voté, vous avez le pouvoir. Et c'est ça que je trouve bien dans ce débat, c'est le pouvoir de ce qu'on fait, et je me méfie beaucoup du pouvoir d'interdire. Moi, je n'ai pas voté pour Jeanne Dielman, je peux vous le dire, je ne l'avais pas mis dans mes 10, parce que ça ne fait pas partie de mes 10 films préférés, mais je trouve ça très bien que ça y soit. Vous voyez, c'est ça la différence. Louise Lantagne, vous n'êtes pas encore exprimée sur ces questions, mais si j'essaye de la prendre comme telle, on parlait de Polanski, Woody Allen, mais on peut oublier ces deux noms et puis choisir... Ah, quelqu'un gratte son micro. Qui c'est ? Ah, voilà. C'est moi. L'un comme l'autre, ils ont rencontré des difficultés pour trouver des financements ou des distributeurs sur leur dernier film. Louise Lantagne, comment vous positionnez dans votre institution ? C'est-à-dire, est-ce que si le projet est bon, mais que l'homme qui le porte l'est un peu moins, est-ce que ça peut influencer votre jugement ? Bien, écoutez, si vous me permettez, si j'avais été au Québec, j'aurais peut-être pas cité mon ministre de la Culture parce qu'on m'aurait peut-être accusé de faire de la politique, alors que je suis une fonctionnaire qui travaille dans une société d'État. Mais
j'ai lu cette semaine la revue de presse que vous nous avez envoyée pour préparer le panel. Une revue de presse très abondante, très intéressante. Et je suis tombée sur une citation de votre ministre de la Culture, Rima. Et je vais la citer parce qu'elle encapsule parfaitement notre position à la SODEC. Alors, les mots sont parfaits. Je vais la citer. Elle dit « Il est par exemple important de ne pas brider la liberté d'écriture d'un scénariste par des quotas ou des typologies de personnages demandés dans les cahiers des charges. Je serai donc vigilante sur la liberté de création, mais je serai vigilante sur la question de la représentativité de tous. Il faut trouver un juste milieu. » Et moi, nous, on se pose la question, comment on trouve un juste milieu? Ce n'est pas en créant une multitude de règles, c'est en exerçant notre jugement, en étant ouvert passionnément à l'autre et à la création, et enfin, et non le moindre, par les temps qui courent, et particulièrement en Amérique, je vais vous dire, il faut avoir du courage. Il faut avoir du courage et il faut que nos politiciens nous soutiennent dans ce courage. Parce que je vous écoutais, chers collègues, et la cancel culture en Amérique, c'est quelque chose. Alors, c'est la peine de mort. Moi, je suis contre la peine de mort. Je suis pour le dialogue, je suis pour l'ouverture, je suis pour la création. Et ce qu'on fait concrètement, et je termine là-dessus, à la SODEC, nous invitons les membres de la diversité et de l'autochtonie qui ne se considèrent pas faisant partie de la diversité à venir siéger sur nos comités de sélection. Ils nous ont aussi dit, parce qu'on entretient un dialogue constant, parce que je refuse de créer des enveloppes pour chaque membre de la diversité, pour chaque nation autochtone, on crée des enveloppes, non. On maintient un dialogue et ils nous ont demandé, venez vers nous. Et on va vers eux et on les aide à déposer davantage de projets. Et on s'est engagé, et là vraiment je termine là-dessus, à monitorer l'entrée des projets, le dépôt des projets et à la sortie. Combien on en prend? Alors ça, c'est notre approche générale. Je m'arrête ici. Gerstimo, de votre côté, alors Rima Abdul-Malak n'est pas non plus votre ministre de la Culture. Est-ce que vous partagez ces mots? Est-ce que c'est aussi la ligne que vous défendez au Norwegian Film Institute? On a juste le temps de la traduction. Good morning, everyone. We have these discussions also in Norway because we have the indigenous people. And we have this debate on whether they could tell their own stories or whether the Norwegians can tell their own stories as well. But I think the reasons why I'm invited here today is to talk about the film Just Super. That was invited to the Berlinale this winter. And just 20 hours before the international gala premiere, it was tried to stop by a pressure group that said that the film was racist and contained animalization. And for us, this was just absurd because it has been shown in Norway for more than 100,000 viewers, and we couldn't really not see that this was a part of the film. The pressure group that approached the festival, they hadn't even seen the film. They had seen the trailer, and the festival, they responded by being nervous and trying to get the producer to pull the film out. Both the producer and we from the Norwegian Film Institute said that it was not going to happen.
And we had this long and intense meetings, and the first screening was actually cancelled. So the filmmakers, all dressed up in the gala and the sequence and everything, they cried and had to go home. But then, after some negotiations, they decided that they would show the rest of the screenings, but then with a warning up front. So they warned the viewers that this film might contain racist elements, and we were really against that because in our view it would make the viewers see something that was not really there. Juste, je vous interromps, Gerstimo, une seconde. On avait, je crois, la bande-annonce du film. Est-ce que c'est parce que juste que vous compreniez de quoi on parle avec ce film Just Super, qui a été donc qui aurait dû être présenté à la Berlinale et dont la projection a été annulée. Et je vous demanderai juste de parler un tout petit peu plus près de votre micro après, si c'est possible. On y va. This is Super Lion. His identity is a secret. No one knows who he really is. Except for me, because he's my dad. And this is me, Hedvig. How was your day at school, Hedvig? Just super. The job of Super Lion gets passed down. And I'm next. I am the new Super Lion. Is that a super lion? It looks like a super chihuahua. You're just no superhero, Hedvig. I have to find someone that I believe in. Oh, yes. You need to be careful with that suit, because it enhances your best qualities, but also your worst. Can you train me? Now, when do we start? But everyone's got something, right? One thing that they're truly passionate about. Gaming. Woo! We have found your superpower. Everything will collapse. No one will ever stop me. Fine. He's out of control. Your own superpower. Daddy! Just super. I didn't know that you had a motorcycle license. Well, I don't. Here we go! Out of my way, you pesky... Coming. Offense ou pas offense, du coup, that is the question, Gerstimo. Quelle a été exactement la réaction à ce moment-là et quelle a été votre position? Well, you can think what you want when you see this trailer, but what we really were upset about was that this happened just the day before the premiere, because the festival had invited the film, they had taken their decision, and the pressure group addressed this question very close to the premiere, and the festival did not stand up for their decision. And this is the crucial point. We think that when a festival makes a decision to program a film, they have to stand by that decision. And the real focus is that what kind of process do you have in advance, so you make the right decisions. But when the decision is taken, you have to stand by it, because or else you will always find a pressure group that thinks something about any movie,
And if the festivals will not be firm in their decisions and say, we actually did this choice, then it will be never ending. And the festivals will be much less interesting as an arena. And both the programmers and the filmmakers, what kind of concerns do they have to have in mind before making the decisions, and how to both what kind of films do they want to make, but also what kind of films do they want to program. Donc ça, c'est la décision du festival de déprogrammer le film après avoir choisi de le programmer, que vous discutez, que vous contestez. Mais quelles ont été, au moment de la sortie du film, les réactions en Norvège ? Actually, the film was released prior to the Berlinale, and there had been more than 100,000 viewers of the film, and no one actually saw it with nor racist nor animalization. So we were very confident that this was not a film going to harm children, and it's also been sold to more than 150 territories, and no one has actually raised this problem before the Berlinale. Catherine Trottmann, on ne vous a pas encore entendu. Quelles sont les questions qui se posent pour vous qui êtes à la tête du fonds Eurimage? On peut peut-être partir de quelques exemples concrets et puis après ouvrir la discussion. Oui, alors je peux partir de deux films qui sont des films qui ont été attaqués en quelque sorte. Le risque pour Eurimage, qui représente une quarantaine de pays qui siègent dans le cadre d'un accord, d'un traité particulier qui a permis de créer ce fonds de soutien à la coproduction. En fait, jusqu'à présent et avant la grande réforme que nous avons menée, qui a permis d'éviter que des représentants des États membres qui siégeaient dans les groupes de travail de sélection des films pour être soutenus, pouvaient à la fois, d'un côté, défendre, présenter le film de leur propre pays ou de leur équipe, de leurs équipes de films, mais en même temps aussi siéger dans le groupe de travail qui devait s'exprimer sur la sélection des films. Ça peut s'appeler tout simplement un conflit d'intérêts à un moment donné, même si je reconnais qu'on a toujours évité que ce soit, au fond, pas tant, mais il y a eu quand même des cas un peu limites. Mais ceci dit, le fonds a avancé, bon an, mal an, avec aussi un certain équilibre entre les pays, à la fois les pays comme la France, les trois fondateurs, c'est-à-dire la France, l'Allemagne et l'Italie, qui sont aussi les plus grands contributeurs, mais aussi les petits pays. Le débat que j'ai découvert en arrivant à la présidence d'Eurimage, c'était le débat entre les grands pays avec grands moyens et les petits pays qui avaient peu de chances de pouvoir être sélectionnés par rapport à leurs films. Nous avons, ceci dit, mis en quelque sorte des cliquets qui sont des cliquets importants au-delà des valeurs que je peux évoquer et qui sont celles qui fondent en quelque sorte la sélection quelle qu'elle ait été. Avant, avec les représentants nationaux, il faut avoir les mêmes valeurs d'ailleurs, ou les experts, et qui sont la liberté d'expression artistique, première valeur, le pluralisme, une narration créative diversifiée, la coopération et les échanges culturels, puisqu'on est créé pour ça, l'égalité, la diversité et l'inclusion, et nous sommes heureux d'ailleurs d'avoir parmi nous le Canada comme membre et très actif, la transparence et la neutralité, la protection de l'environnement. Voilà ce qui est indiqué aux experts aujourd'hui pour se prononcer sur les films. Alors, les deux films qui ont été attaqués l'ont été par des pays, l'un non membre. C'est un film qui a été tourné et qui fait référence explicite au Nagorno-Karabakh. Ce sont deux films arméniens, en fait, qui ont été attaqués. L'un, alors, avec un motif que je vous cite parce qu'il est croquignolesque d'une certaine manière. L'Azerbaïdjan a exprimé son opinion qu'un projet soutenu par Eurimage incitait à la haine entre les peuples. Il ne fallait donc pas parler du Nagorno-Karabakh pour ce pays. Évidemment, un autre pays s'est allié à l'Azerbaïdjan, la Turquie, puisque la Turquie a eu l'occasion d'attaquer un autre film. Donc le premier, c'est Si le vent tombe, Black Garden, Blue Sky, et le deuxième, qui est de Nora Martyrosyan, et le deuxième, c'est L'Étoile d'aurore d'Ina Sakayan.
Saakian, et qui est un documentaire. Et celui-ci porte sur une artiste, une réalisatrice, qui avait été un peu oubliée. Ça fait partie des femmes qui ont un peu passé, je dirais, par pertes et profits dans l'histoire du cinéma. Mais c'était l'occasion de parler du génocide. Donc, on avait deux sujets, celui de la présence des femmes et un autre sujet délicat, celui historique et débattu toujours aujourd'hui par la Turquie, de la reconnaissance du génocide arménien. Le premier film était coproduit entre la France, l'Arménie et la Belgique. Le deuxième, l'Arménie, la Lituanie et l'Allemagne. Donc, la Turquie a attaqué aussi. Alors, comment est-ce qu'on a procédé? D'abord, on s'est rendu compte qu'on avait un vrai sujet. À l'époque, la Russie était aussi encore dans le jeu. Donc, la Russie s'est alliée avec l'Azerbaïdjan et la Turquie. En même temps, par rapport à cette affaire, aller au vote supposé de diviser le comité et d'introduire une confrontation sur des sujets qui ne devaient pas être abordés, je dirais, ponctuellement à propos d'un film, mais de manière beaucoup plus fondamentale. Donc, il a fallu sortir ce problème, je dirais, du débat initial du comité. J'ai donc rencontré, par la voie diplomatique, les représentants des deux pays qui se plaignaient. Mais l'affaire, je leur ai conseillé qu'elle soit portée devant le comité des ministres, c'est-à-dire qui rassemble les ambassadeurs de tous les pays membres du Conseil de l'Europe, pour en débattre. C'était risqué. Sauf que on avait, nous, le vote et la décision pour nous. Elle avait été acquise à l'unanimité. Donc, moi, je ne voulais pas que notre comité soit déjugé et que tout le système sur lequel on a bâti notre fonds soit cassé, de fait. Donc il y a eu un débat politique, là où il devait avoir lieu, puisque c'était un débat politique, et non pas un débat sur la qualité du film, ni encore plus sur, je dirais, les acteurs, le scénario, etc. Par contre, c'était un débat de censure. Et si nous donnions droit à cette attitude, évidemment, nous acceptions que des pays qui ne respectaient pas les valeurs du Conseil de l'Europe puissent l'emporter sur des sujets culturels qui sont au cœur des valeurs du Conseil de l'Europe. Donc, ce débat a débouché sur une proposition que nous avons faite. Jusque-là, il y avait déjà eu des conflits, des contestations. C'était traité par le secrétariat du fonds qui allait consulter le service juridique, et jusque-là, ça avait suffi. Le service juridique disait, au vu des valeurs du Conseil de l'Europe, de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, tac, 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 vous ne pouvez pas attaquer. Très bien, ça ne suffisait plus. Donc, on a dit, très bien, on va faire autrement, et je termine. On a aujourd'hui réformé ce système avec un droit, ce qu'on appelle un droit de révision. C'est une forme de droit d'appel, mais cet appel n'arrive pas sur le sujet politique, il arrive chez la présidente du fonds Eurimage, qui en informe ses collègues, et à partir de ce moment-là, nous observons ce qui est le rapport des auditeurs qui suivent le travail des experts qui sélectionnent les films. C'est un peu compliqué, j'avoue, mais on doit être un peu complexe si on veut s'en sortir. Et au vu de l'avis du comité exécutif qui gère la sélection et toute la procédure de soutien, au vu de son avis, si besoin, s'il n'y a pas d'unanimité pour respecter, le comité de direction est appelé à voter. Et dans ce cas-là, je pense que nous allons toujours avoir un vote positif. Parce que personne ne peut, dans le comité, puisque c'est un jugement entre pairs, accepter que quelqu'un d'autre, d'un autre pays, puisse se trouver pour une équipe qui réalise un film censuré. Sinon, ça peut lui arriver aussi. Et donc, cette réciprocité du respect des valeurs, nous avons voulu le réinstaurer dans une procédure qui, à la fois, donne droit à un pays de dire « je ne suis pas d'accord », mais qui ne peut pas sortir et s'enferrer en mélangeant problèmes politiques et problèmes de création. Ça reste tranché dans le monde de la création avec le soutien des professionnels. Sinon, nos responsables des CNC équivalents dans tous nos pays étaient dans la plus grande difficulté, comme vous l'avez été avec cet exemple très malheureux de ce film d'animation qui a été déprogrammé à Berlin. Nous avons été
un peu saisi, évidemment, pour nous aussi. Et je pense que nous allons devoir envisager un débat entre les festivals. Parce que lorsqu'un film arrive et qu'il est inscrit, disons, à l'affiche, et ça peut arriver pour des films soutenus par Eurimage, tout ce qu'on aura fait nous avant pour garantir la liberté d'expression, de création et la liberté de sélection et de diffusion sera fichu. Et donc, c'est un moment extrêmement, sérieux, parce que c'est un édifice où tout se tient. Le label d'Eurimage, c'est le label de la liberté et des droits pour les artistes de s'exprimer, de créer, d'être lus, vus, diffusés. Et donc ça, c'est fondamental. Si l'un commence à être diminué, le reste l'est aussi. Et tout ça avant que le film soit sorti en salle. C'est ça qui est fou. C'est-à-dire qu'on est encore sur les processus de fabrication, puis de diffusion ou de programmation. Et ce monde est vraiment... Oui, ce monde est fou quand même. Par moment, quand vous nous racontez cet exemple, on se dit, quel parcours du combattant. C'est un parcours du combattant diplomatique, certes. Ouais. J'ai passé quelques nuits blanches. Bon, c'est vrai que j'ai connu un certain nombre d'épisodes délicats. J'ai été la première interpellée sur un tableau spolié. Quand je suis arrivé au ministère de la Culture, c'est devenu un scandale. J'ai été interpellé sur le projet du Quai Branly. J'ai voulu, à un moment donné, créer un lieu qui était attaché à la liberté d'expression, de création artistique et qui devait être provocateur, le Palais de Tokyo. Je ne vous dis pas la désolation par moment quand je vois que ce qui a été, au fond, la recherche de lieux précisément pour le débat, pour aller plus loin, n'est-ce pas, dans le regard, dans l'interrogation, dans la façon dont on se considère. Est-ce qu'on a le droit encore à l'empathie ? Est-ce qu'on doit raisonner entre réparation et repentance ? Je déteste ce mot. La repentance, c'est la bien-pensance. Une fois qu'on s'est repenti, on peut prétendre à l'oubli. Il n'y a jamais d'oubli. Pour un génocide, j'ai dû l'expliquer, il n'y a jamais d'oubli. Pour la Shoah, il n'y a jamais d'oubli. Il ne peut pas y avoir de réparation totale pour un crime contre l'humanité. Ce n'est pas possible. Et ce sera pareil pour la Russie qui est en train de commettre des crimes contre l'humanité en Ukraine. Nous le savons. Qu'est-ce que nous pouvons faire ? Soutenir les artistes, permettre leur diffusion, les rendre plus forts. Vous avez vu combien les caméramans, les journalistes étaient menacés. Vous avez peut-être vu aussi que dans une réunion d'extrême droite en France récemment, il y avait 2 points. C'était revenir à une forme de dictature et s'attaquer à la culture. Moi, jusqu'à présent, j'avais l'impression que c'était du côté de l'extrême droite. Et j'ai combattu l'extrême droite parce que c'était elle qui s'attaquait aux artistes. Mais c'est plus le cas seulement. Et aujourd'hui, finalement, nous avons cette difficulté pour les réalisateurs, pour les comédiens, c'est d'être amenés, et je pense que c'est juste d'être que la personne et l'artiste soient, au fond, en quelque sorte reliés, mais en même temps, ça peut être un piège aussi. Car professionnellement, qu'est-ce qu'on demande d'un comédien ? D'interpréter, de se prêter à des jeux. Parfois, il risque même sa propre identité, sa propre vision des choses. Donc, il n'y a pas de création sans risque. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, ce que je craindrais, c'est qu'au-delà de la censure étatique, il y ait aussi de l'autocensure initiale de la part des artistes, de la part des fonds. Alors, on a justement avec nous un créateur, un réalisateur, qui a par ailleurs été aussi acteur. Donc, on va peut-être simplement vous poser cette question, Rachid Ami. Est-ce que tout cela a influencé, pesé sur votre processus créatif ? Est-ce que vous avez ressenti des moments de censure ou d'autocensure éventuellement ? Et pour y aller un peu plus clairement encore, pour La France, votre film sorti en début d'année, qui revient sur la relation entre 2 frères, leur part algérienne, leur part française, les aspirations de l'un à combattre pour la France, en intégrant Saint-Cyr, et puis la condition, la position, le ressenti de l'autre, parce qu'ils avaient leurs différences, et votre histoire que vous racontez là, celle de votre frère aussi, décédé dans une séance de bizutage alors qu'il venait d'intégrer cette école. Votre film, il est sorti en pleine commémoration des 60 ans de la fin de la guerre d'Algérie, alors que le défi de réconcilier les mémoires est quand même encore très présent, reste entier, on en parle beaucoup. Ce contexte-là, il n'a pas pu vous échapper. Quelle place ça a pris dans l'écriture de votre film ? Comment vous avez intégré ces questions-là ? Tout d'abord, j'aimerais parler de l'aspect que vous avez évoqué de censure de la profession. Est-ce qu'il a existé ou pas ? J'aimerais tout d'abord dire qu'il n'a jamais existé. Donc,
j'aimerais saluer toutes les personnes qui ont pris part au financement pour la France, parce qu'à chaque étape, j'ai rencontré des gens qui m'ont poussé à être aussi libre que possible dans l'histoire que je voulais raconter. Je dis ça aussi bien de France Télévisions que de Canal+, que de mon producteur, que de la DICODE qui est ici présente, donc l'armée de terre. Donc vous imaginez à quel point c'était compliqué. Et c'est vrai que à Taïwan aussi, on a eu des gens qui nous ont beaucoup soutenus à être libres dans notre prise de position et notre prise de parole sur le film. Et donc, il y a une spécificité du système français, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs qui financent un film. Donc c'est très difficile pour un acteur de prendre les rênes d'un film et de diriger politiquement dans un sens ou dans un autre, ou de censurer un auteur. Et ça, c'est la spécificité du système français, et qui en fait un grand système. Et c'est pour ça que la multiplicité des financeurs de cinéma est quelque chose qui participe à la démocratie des films, je pense, et à la liberté. Comme autant de contre-pouvoirs, peut-être. C'est un contre-pouvoir, la façon dont on a structuré les choses. Et c'est pour ça qu'il y a quelques jours, nous avons lancé une tribune qui a été signée par 500 cinéastes avec l'arrivée des plateformes, et comment aujourd'hui ça joue d'avoir quelqu'un qui finance majoritairement parfois un film, et le risque. Et aussi ce que aujourd'hui les plateformes, avec leur arrivée sur le non-linéaire, sont aussi en train de perturber notre liberté à nous, parce que on sait très bien qu'on est en train de perdre un peu notre indépendance à cause des droits de diffusion qui sont pas suffisamment bien aujourd'hui distribués. Donc il y a un vrai souci ici avec la SACD. Et cassez-vous. Et donc, je tiens à dire ces choses-là parce que nous avons parlé depuis le début de l'année, nous, réalisateurs aussi bien de la SAF que de l'ARP. Donc, on a besoin de continuer, nous aussi, à avoir cette indépendance. Et on la revendique de plus en plus, c'est-à-dire de ne pas être censuré ni par le système, ni par le contexte dans lequel on évoluerait. Voilà, ce que vous dites, c'est que tous ces organismes ont plutôt joué des rôles de contre-pouvoir, de soutien, que des effets de filtre, voire de censure, et c'est ce que vous venez les uns et les autres d'évoquer et de défendre. Alors interrogeons plutôt la réception, parce que vous semblez quand même avoir été particulièrement secoué. Vous ne l'attendiez peut-être pas sur un film que vous perceviez comme plutôt nostalgique, intimiste, plus que comme un film politique, à provoquer de telles réactions au moment de la sortie du film. Vous savez, quand je revendique, comme je dis souvent, mon droit au romanesque, je revendique le droit de raconter des histoires. Et quand j'ai fait pour la France, je voulais avoir un discours à la fois nuancé et proche de la réalité. Et très bizarrement, j'ai été attaqué aussi bien par l'extrême droite que l'extrême gauche. L'extrême droite disant c'est quoi ce film, il s'appelle Pour la France avec Karim, Chahine et Rachid, hein. Et l'extrême gauche qui fait pas la distinction entre la nuance qu'il y a dans l'intégration et l'assimilation, qui aujourd'hui rejette cette idée-là de nuance, c'est-à-dire de parler des choses avec un certain relief. Il voulait un film plutôt antimilitariste, comme si c'était un monde binaire dans lequel on vivait. Et c'est vrai que moi, la page internet de Memento, mon distributeur, et la mienne, c'était un peu un dépotoir moral, quoi. Est-ce que ça vous a perturbé? Est-ce que ça vous a consolidé sur vos positions et votre envie de faire du cinéma, quand vous comprenez aussi, au moment de la sortie de ce deuxième long métrage, ce qu'est le pouvoir des films aussi? Ou est-ce que ça vous a peut-être aussi rendu plus frileux à l'avenir? En d'autres termes, est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il faut continuer à créer, à diffuser, au risque de l'offense, au risque d'offenser certaines sensibilités? Je vais vous dire un truc, je revendique mon droit à offenser. Je suis cinéaste. Je revendique mon droit à raconter une histoire. Et si vous voulez, au contraire, ça m'a renforcé dans ma position de revendiquer cette liberté de création. C'est-à-dire aujourd'hui, je vais vous dire comment je considère la chose. Il y a une minorité qui se déchaîne. Et moi, j'ai décidé de ne pas me laisser atteindre par cette minorité qui a décidé de prendre le micro et de s'attaquer à moi, où j'ai reçu des menaces de mort. Ça a été assez intense comme moment. Et j'ai pas été blessé parce que je me suis dit, c'est comme toujours, c'est-à-dire, je suis d'origine algérienne, je suis musulman. Quand je vois
des gens commettre un attentat, je suis comme tous les Français, je flippe. Et à ce moment-là, je me dis, vous voyez, ça, c'est une minorité de nous. Et là, je vois tous les médias se dire, ah, aujourd'hui, les musulmans de France, comme si on était une seule chose. Et moi, comme je l'ai vécu à plusieurs reprises, ces moments d'histoire qui sont assez intenses, je ne peux pas les reproduire dans l'autre sens en disant, regardez, ça, c'est la France, elle est raciste. Ce n'est pas la réalité. Donc je ne veux pas me laisser atteindre par les minorités de personnes qui sont dans une forme de radicalité de pensée. Moi, je revendique un peu une laïcité morale, c'est-à-dire on est tous libres de penser ce qu'on veut et de vivre ensemble. Voilà. Mais ce sont aussi des minorités qui ont permis de faire avancer les choses. Peut-être pas les mêmes minorités, peu importe, mais qui ont permis à ce système d'avancer, qui ont permis une meilleure représentation ou représentativité de tous aujourd'hui dans le cinéma, et pas que dans le cinéma français, dans le cinéma mondial. Louise Lanthan, il y a un droit à l'offense ou pas? Ça, c'est un droit constitutionnel, inscrit dans le marbre? Oui, allô, 1, 2. Allô. Juste pour vous répondre très précisément à votre question, permettez-moi de vous raconter une très, 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 très courte histoire qui est arrivée au Québec il y a 2 ans, mais c'est très court, hein? Ça se passe à la radio de Radio-Canada, qui est le service public, hein? Radio France, France Télévisions, Radio-Canada, c'est la radio-télé. Alors, il y a une émission dans l'après-midi où il y a une animatrice qui s'entretient avec un chroniqueur. Et ils sont en train de parler d'une œuvre, d'un essai qui a été écrit au Québec en 1968 ou 69. Ça fait partie du patrimoine littéraire du Québec. C'est un grand essayiste au Québec. Et là, tenez-vous bien, faites attention, je vais arriver avec un mot qu'on ne peut plus prononcer au Québec, au Canada, aux États-Unis. Le titre de l'essai a été cité. C'est le titre d'un essai qui fait partie de notre patrimoine littéraire. Et le titre est, excusez-moi, « Nègre blanc d'Amérique ». Parce que la thèse de Pierre Vallière, c'était... Nous, les Québécois, les Canadiens français, le petit peuple asservi et tout, nous sommes des nègres blancs. Alors, écoutez, je vous épargne le débat sur la place publique qui fut terrible. Il y a eu une plainte à Radio-Canada. Radio-Canada, mon alma mater quand même, s'est excusé. La plainte a été traitée par l'Ombudsman de Radio-Canada et je vous cite encore une fois une phrase de l'Ombudsman que vous allez tous aimer, l'Ombudsman de Radio-Canada. Je termine avec cette phrase. « La liberté d'expression accorde aux personnes offusquées le droit de protester, même vigoureusement, pour faire connaître et reconnaître leurs objections. Cependant, je dois rappeler qu'il n'existe pas de droit de ne pas être offensé, car son corollaire serait l'obligation de ne jamais rien dire qui puisse froisser un seul auditeur. Il en découlerait la multiplication des anathèmes, le règne de l'autocensure et donc un rétrécissement du débat public. » Alors, ça reflète totalement ma pensée. Manuel Alduy. Ce qui me surprend dans notre échange, c'est que, en fait, on parle de peu de cas et qu'on pourrait retourner la question, c'est est-ce que si aujourd'hui un auteur veut faire un film raciste, homophobe, sexiste et nous demander de l'argent à France Télé, on va lui dire non. Enfin, il faut se le dire. Là, on parle de cas qui sont un peu dans des zones grises. Est-ce que c'est le mot de trop? Est-ce que c'est on a mal présenté l'œuvre? Est-ce qu'on se focalise sur une personne problématique qui est dans l'œuvre et on oublie l'œuvre, etc. Mais à la fin de la journée, dans la masse des films qui s'écrivent, qui se produisent, qui se diffusent, en France, on est particulièrement chanceux de ce point de vue-là. Oui, il y a des choses aujourd'hui qu'on ne devrait pas faire. Elle choquait déjà hier, simplement, on ne se le disait pas. La parole était
avait plus de médiateurs et donc elle était moins libre. J'ai essayé de réhabiliter les réseaux sociaux de temps en temps. Il y a des excès partout. Il y a les excitations qu'on voit sur Twitter. Twitter, c'est une toute petite minorité qui est sur Twitter. Hein, j'en fais partie, mais il y a peut-être 2% des Français dessus. C'est un microcosme. Bon, donc on est obligé quand même d'intégrer qu'aujourd'hui, surtout en France, on est un pays très divers et que notre cinéma qui véhicule des images et de la culture et des modèles n'a pas toujours été à la pointe, n'a pas toujours été exemplaire dans la culture et les modèles qu'il a véhiculés sur des générations et des générations de gens dont je fais partie. Et ça couvre énormément de situations qui sont, je crois que c'est vous qui l'avez dit tout à l'heure, qui demandent de la complexité d'analyse, film à film, œuvre après œuvre. C'est les généralisations sur la cancel culture arrive, le wokisme arrive, etc. C'est tellement réducteur, ça ne correspond en fait en réalité à rien. En revanche, on a des cas difficiles à gérer dans l'analyse des films, dans leur fabrication et dans leur financement et leur diffusion, leur célébration, qui vont être presque à chaque fois des cas particuliers. Merci. Rachid Ami veut ou souhaite Moi, pas vous répondre, mais discuter avec vous. Non, j'ai une petite question pour Manuel. C'est vrai que y a quelque chose qui est beaucoup plus général que seulement le cinéma pour moi, c'est-à-dire dans le cinéma, comme vous dites, c'est très particulier, c'est film par film. Je me suis posé des questions sur plein de films qui font partie du patrimoine du cinéma. Aujourd'hui, si on parlait d'Orange Mécanique, si on parlait de Insiang de Lino Brocca, si on parlait de Chen Pai, si on parlait du mépris récemment, qui a été l'objet de débat, c'est vrai que c'est, pour moi, ça fait partie de notre patrimoine, mais aussi j'aimerais que ces films continuent d'exister et de se faire. Et est-ce qu'aujourd'hui, ce serait imaginable pour France Télévisions de faire Orange Mécanique ou de faire Chen Pai ou Insiang C'est un super point parce que ça permet de pointer une censure officielle, légitime, réglementaire, qui est la classification des films. Donc, pour répondre à ta question, un service public gratuit ne peut pas financer, soutenir un film aussi violent qu'Orange Mécanique. Parce qu'on n'a pas la mission de diffuser, on a l'interdiction de diffuser des films interdits aux moins de 16 ans, à des horaires de grande écoute, etc. Donc, mais ça, on vit avec depuis 70 ans. Hein. Et ce sont des débats qu'on a film à film. Pourquoi vous pensez que ce film il est offensant pour le jeune public? Vous êtes sûr que le jeune public il n'a pas éduqué son regard sur d'autres médias? Pourquoi le cinéma, les films sont les plus regardés par rapport à la question de la protection de la jeunesse, alors que le monde audiovisuel autour n'a pas ces contraintes. Et bon, ça c'est un vrai... ça m'interroge plus aujourd'hui, la dissociation du cinéma dans son rapport à la jeunesse et les interdictions qu'on met autour des films par rapport à la jeunesse, versus le reste de la création audiovisuelle qui nous entoure. Alors, c'est pour ça que c'est maintenant que j'arrive sur la deuxième partie de la question. C'est que comme aujourd'hui... Moi, j'ai grandi. Il y a un événement qui a beaucoup frappé ma jeunesse. C'est le jour où Le Pen il est au deuxième tour. On était tous dans la rue. C'était dingue. J'étais gamin et on était tous dans la rue. Aujourd'hui, Marine Le Pen, elle est tout le temps à la télé. Et c'est normalisé. Les idées d'extrême droite se sont normalisées. Et c'est-à-dire, au-delà du cinéma et de ce qu'on s'autorise à faire dans les films, il y a tout un environnement audiovisuel qui a autorisé les extrêmes à rentrer. Et justement, aujourd'hui, nos enfants sont biberonnés à des théories, à des messages d'extrême droite qui se sont normalisés. Et ça, c'est effrayant. Donc là, vous dites, Rachid Ami, il faudrait y aller peut-être plus fort avec le cinéma, vu l'environnement. Je dis pas ça. Je dis pas ça. Moi, si vous voulez, quand je vois des films racistes, ça me rend dingue. Donc, c'est pas ça que je dis. J'imagine bien. Ça me rend dingue. Quand je vois des films misogynes, ça me rend dingue. C'est insupportable. Mais après, ce que je dis, c'est juste que par rapport à ce qu'on fait là, cette régulation un peu morale du cinéma, je me demande pourquoi ça s'applique pas à toute la structure audiovisuelle aujourd'hui. Manuel Alduy.
pas faire un débat juste entre nous deux. Non, hein. on va ouvrir la parole. Je crois que Caroline Forest va prendre le micro. Non, elle et pour le aussi coup, la télé, elle est très contrôlée également. Hein. On a l'Arcom, il y a des chaînes qui sont, j'ai pas besoin de les citer, régulièrement condamnées. Donc, je sais pas comment prendre la balle là-dessus. Moi, je vais à Télématin pour la promo de mon film. Je passe dans le couloir, il y a Marine Le Pen qui sort. Je peux te dire, je suis pas bien. Je me sens pas bien. On me dit, asseyez-vous, elle était assise là sur le même siège que moi 5 minutes avant. Est-ce je suis pas bien. On peut passer le micro à Caroline Forest, parce que le temps, non, c'est très intéressant, mais le temps passe aussi. Et finalement, toute cette question, vous vouliez peut-être d'abord réagir, mais moi, la question que je me pose, c'est ce que Dominique Boutonnat nous disait en ouverture. Au fond, tout ça n'est pas nouveau. Cette question de l'offense, elle n'est pas nouvelle. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui? Quand vous parlez de cette génération offensée, en quoi est-ce qu'elle se comporte, en quoi elle agit, en quoi elle revendique peut-être des choses différentes d'auparavant? Qu'est-ce qui a changé? Alors, ce qui a changé, je vais essayer de trier parce qu'on a abordé des choses extrêmement différentes. On a abordé des censures d'État qui ont toujours existé. On a abordé la question de la télévision et du débat public et démocratique au regard des rapports de force politiques. C'est encore un autre sujet. Je vais essayer de le remettre parce que tout est lié, évidemment. On vit dans le même pays et tout ça est en interaction. Si on s'inquiète de la montée de l'extrême droite, je pense qu'il faut s'inquiéter de la cancel culture et qu'il ne faut pas la minimiser. Parce que c'est ne pas s'inquiéter des montées contre les libertés culturelles qui sont bien réelles. Il faut vraiment ne pas avoir envie de les voir pour ne pas les voir. On a des exemples ici canadiens et on a des exemples norvégiens, mais pour toute personne qui travaille sur le monde anglo-saxon sait que c'est quelque chose qui arrive en France et que nous vivons le dernier moment de renégociation de quelles seront les nouvelles règles pour justement donner une chance à un film ou pas dans les années qui viennent. Alors qu'est-ce qui est nouveau pour répondre à votre question? C'est qu'avant, il y avait deux pressions sur la vie d'un film ou la vie d'une œuvre. Il y avait effectivement les censures d'État, les censures en amont, publiques, et puis il y avait du point de vue de la censure privée, des groupes essentiellement moralistes, des ligues de vertu, des ligues d'extrême droite qui pouvaient attaquer la dernière tentation du Christ, par exemple, Je vous salue Marie et tout ce qu'on a connu. Or aujourd'hui, se rajoute, et c'est beaucoup plus pernicieux, et c'est beaucoup plus compliqué parce que ça infiltre, y compris les milieux culturels chargés de produire des films, de les choisir, de les accompagner ou de les célébrer, et donc c'est toute la chaîne qui est touchée, se rajoute effectivement le fait d'être offensé au nom d'une minorité. Et pour être tout à fait clair, venant du combat pour les minorités, je ne mets pas en balance, et je pense que ce sont là aussi deux registres très différents, qu'on ajoute des regards, qu'on ait enfin beaucoup plus envie de représentation diversifiée, plus féministe, moins raciste, c'est évidemment un progrès. Là où je suis un peu pessimiste, c'est que j'ai l'impression que nous n'en sommes même plus à ce débat-là. On n'est même plus capable d'avoir un débat sur les œuvres, leur message, leur contexte, l'intention, le plan, comment une caméra est orientée, comment elle filme, qu'est-ce qu'elle filme. Je crains que dans les années à venir, on soit tellement devenu littéraliste et tellement sensible justement à des minorités qui crient sans avoir vu des œuvres, qui se disent offensées. Encore une fois, l'exemple, excusez-moi, je reviens 2 secondes, on est passé un peu vite, l'exemple norvégien qu'on nous a montré, Just Super, qui a été déprogrammé de la Berlinale avant l'avant-première, parce que des gens ont toussé et ont crié au racisme et à l'annihilation. Enfin, on a vu comme ensemble, on est dans la même pièce, on voit encore la même chose. On a vu cette longue bande-annonce, où il y avait notamment des représentations d'ailleurs assez féministes, une grand-mère qui conduit une super moto, une petite fille qui veut être un super-héros. Moi, j'y ai vu quelque chose d'extrêmement positif. Mais si demain, il suffit que je recrute 2 personnes qui crient au racisme et à l'annihilation pour faire annuler un film la veille d'une avant-première à la Berlinale, et à la Berlinale, croyez-moi, à mon avis, il ne faut même plus être 10, il suffit d'être 2, comprenez dans quel rapport de pouvoir on rentre. Parce qu'il y a de l'argent derrière, c'est une industrie, on n'est pas en train de parler que d'affaires de bisounours. Ça veut dire qu'un film, un film animé qui est en concurrence avec un autre film animé, il lance une armée de trolls, il crie à l'appropriation culturelle, à l'animalisation, ah bah sur Berlin, c'est plié. Alors on fait quoi, Louise Lantagne, Catherine Trottmann? Juste, pardon, parce que je pense que ce sera la dernière fois que vous me donnerez le micro. Donc pas juste pour... et peut-être à vie, désormais, quand le Festival de Cannes sera devenu la Berlinale. Non, mais on rigole, mais c'est ça qu'on est en train d'arbitrer là, maintenant. C'est est-ce que le Festival de Cannes, en sachant que tous les festivals américains sont déjà sur cette loi-là, de l'offense, en sachant que la Berlinale est évidemment le temple de ça, donc la vraie question qu'on arbitre cette année entre nous, c'est est-ce que le Festival de Cannes doit s'aligner sur ça? Et je ne suis pas sûre que la défense du film de Maïwenn soit la meilleure façon de gagner cette bataille, parce qu'il y a plein de questions dont j'ai abordé en commençant.
Et je sais une chose, c'est que l'an prochain, personne n'aura envie de se taper la polémique qu'on vient de se taper depuis 2 semaines, avec les accusations d'un système de cinéma qui capitalise criminel, écocide, raciste, je ne sais pas quoi, bref. Et que donc, je souhaite bien du courage aux gens qui, l'an prochain, je sais, la culture d'annulation n'existe pas, mais vous verrez l'an prochain, après cette polémique, après quelques commentaires sardoniques sur aussi dans des émissions de télévision, après que des acteurs culturels aient bien vu ce que ça coûte de programmer un film où l'un des acteurs est veut peut-être, mais pas, ni condamné, mais peut-être accusé, etc. Je souhaite bien du courage à la programmation de l'an prochain. Et là, vous verrez si la culture de l'annulation progresse ou pas. On disait déjà ça l'année dernière, et l'année d'avant aussi pour le Festival de Cannes. Hein. Louise Lantagne ? Alors super. Non, j'entends. Je dis qu'en même temps, le débat peut-être avance et progresse. Je le souhaite. Je suis quand même très, très inquiète, mais je pense que le dialogue, le débat, il faut pouvoir en discuter, il faut faire confiance aux critiques, il faut faire confiance au public, il faut, pour ramener les choses à la bonne place, il faut, lorsqu'on a une œuvre de qualité, lui donner une chance d'exister. Quand je dis une œuvre de qualité, pour moi, c'est exempt de racisme, bien entendu, puisque c'est dans la nuance, la subtilité et dans l'exercice d'un art à la recherche de la vérité. Je persiste et je signe, oui, on doit continuer au risque de l'offense. Et je reviens avec le mot courage. Et pour être dans la conversation d'aujourd'hui, est-ce que le Festival de Berlin a manqué de courage? Ben voilà. Catherine Trottmann. Je pense que, on l'a perçu un peu comme ça, oui. Moi, je voudrais dire que ce débat est extrêmement important parce qu'il permet effectivement de parler de différents points de vue. Et parler de différents points de vue, c'est déjà chercher à poser le problème de manière un peu plus extraite, je dirais, du contexte et des a priori. Donc ça, c'est extrêmement important. Je voudrais dire aussi que dans mon expérience de RIMAGE, je suis contente qu'il y ait le CNC qui représente la France. Je ne fais pas de cocorico là-dessus. C'est une responsabilité aussi. Parce que la possibilité d'avoir une vision, je dirais, de principe universaliste de la liberté reste quelque chose de fondamental parce que on n'a pas la même société dans tous les pays. Et que si on veut arriver à se mettre d'accord, il faut qu'on s'extrait aussi de nos réalités nationales. Et c'est un exercice que, moi je suis vraiment heureuse de pouvoir le plaider ici, l'exposer ici, et bien sûr je suis à la disposition de toute personne qui veut en débattre, parce que la possibilité d'avoir des lieux, d'avoir des labels comme celui de RIMAGE, qui lorsqu'il apparaît dans un générique, signifie ce travail collectif de 40 pays qui acceptent d'avoir les mêmes règles, la même protection de la liberté de création, de la liberté d'expression. C'est toujours à ça que l'on revient. Il faut aussi des gens, des partenaires forts. Ces partenaires forts, on en a un, je l'ai cité, il y en a d'autres. Je pense que nous allons forcément, avec ce qui s'est passé pour nos amis norvégiens, y revenir. Parce que pour nous aussi, qui attribuons un prix au Festival de Berlin, on a été quand même extrêmement gênés, alors que la promotion des femmes dans le cinéma, nous y travaillons et nous progressons, et des femmes pas seulement réalisatrices, mais techniciennes, etc. Et donc, ce mouvement, ce courant-là de progression, nous le prenons aussi en charge avec la transition écologique, et nous essayons d'être les plus honnêtes possibles. Ce qui me frappe, c'est que ceux qui y protestent sont ceux qui, à aucun moment, n'acceptent le point de vue de l'autre. Et que la laïcité, c'est de reconnaître précisément que l'autre est aussi libre que soi. Et ce rapport de réciprocité, de reconnaissance de la liberté, pour moi, est un exercice fondamental démocratique. Et ce que je crains, c'est que précisément aujourd'hui, on soit tenté par l'autoritarisme pour imposer ses droits. Je ne dis pas que les gens qui revendiquent leurs droits et qui sont offensés
n'est pas la possibilité, le droit de l'exprimer. Nous devons le prendre en compte et nous devons l'examiner. Mais il est toujours extrêmement important d'arriver à un moment où cette empathie dont je parlais avant, c'est-à-dire le fait de se dire, bon, d'accord, je raisonne comme ça, mais son point de vue, quel est-il ? À ce moment-là, ça fait bouger. Et c'est ça, je crois, qui est le plus compliqué avec les réseaux sociaux, ou avec l'immédiateté du jugement, en quelque sorte, et du contexte qui s'impose, c'est qu'on en sort. Donc voilà, moi je plaide pour que les organismes comme les festivals qui ont des financements publics, que tous les lieux, soit de sélection, soit de diffusion des œuvres, tiennent ferme sur cette position. Parce que le jour où ils acceptent eux-mêmes, comme pour une collection, comme pour une exposition, il va falloir vraiment, pour les salons du livre, on a la même chose dans les salons du livre. Il n'y a pas d'art aujourd'hui qui soit, au fond, à l'abri de ces interventions. Et donc je pense qu'il faut absolument qu'on arrive à repartir de ces fondamentaux, de les affirmer ensemble et d'avoir le courage. Le mot a été dit, c'est une certaine forme de courage civique, pas seulement moral, c'est aussi civique. Philippe Rouillet, on ne vous a pas entendu depuis longtemps. Je ne peux être que d'accord avec ce qui vient d'être dit. La liberté d'expression, nous, évidemment, critiques, on est vraiment prêts à mourir pour la défendre, pour tous les auteurs, et aussi le droit au romanesque. C'est-à-dire qu'il faut voir tous les progrès qui ont été faits. Je pense par exemple à tous ces acteurs en France qui sont issus de la diversité. On pense à des gens comme Roch Dizem, par exemple. Roch Dizem, quand il a fait ses débuts dans le cinéma français, il était toujours à jouer l'arabe de service. Et donc, il n'y avait pas grand-chose à jouer. C'était soit le voleur de mobilette, soit le gars qui se fait caillasser dans sa banlieue. Ce qui est extraordinaire, c'est de voir comment... parce que tous les dispositifs ont été là, les artistes sont emparés de ça. Et finalement, Roch Dizem, il a le César du meilleur acteur pour Roubaix, une lumière, où il joue un commissaire de police. Et ce n'est pas un commissaire de police arabe, c'est le commissaire de police de Roubaix. Voilà, c'est ça qui est important, et ça, il faut vraiment se féliciter de ça. Et ça, merci qui alors ? Merci qui ? Merci tout, merci le CNC, merci les auteurs, merci les spectateurs. C'est une histoire de faire confiance et de s'apercevoir qu'il faut ouvrir à la diversité. Le comité 50-50, par exemple, qui s'intéresse à la place des femmes dans la société, c'est très intéressant, c'est très important. Tout d'un coup, on se dit, mais oui, il n'y a pas assez de femmes chefs de poste, il n'y a pas assez de femmes réalisatrices. Bon, et tout d'un coup, on s'avise qu'il y en a eu dans l'histoire du cinéma, mais que justement, elles sont passées sous les radars. C'était le cas d'Alice Guy, dont on a fait un exemple, mais c'est Tanaka, cette actrice formidable, qui a fait 250 films avec Ozu Mizoguchi au Japon, et qui, au début des années 50, dit « Moi, je vais être aussi réalisatrice ». Et je peux vous dire que dans le Japon des années 50, c'est pas forcément facile. Même son ami Ozu lui dit « Je vous déconseille, vous devriez plutôt travailler votre jeu, madame ». Et finalement, elle fait 6 films qui sont merveilleux, qu'on ne connaît pas, mais il y a un distributeur tout d'un coup, c'est Carlotta, qui dit, et il a les aides du CNC, on va les porter en France, ces films, 50 ans après. Et tout le monde a découvert l'année dernière le cinéma de cette réalisatrice. Et on a été subjugués. C'est ça qui est important. Il faut aussi penser ça, mettre en valeur ce qui est fait. Et il faut se méfier des interdictions, mais c'est très bien de pousser. Et le droit au romanesque, c'est important de pouvoir raconter des choses qu'on ait le droit. C'est pas parce qu'on est femme qu'on doit parler que de la condition des femmes. C'est ça qui est formidable. On doit avoir tous les sujets, tous les possibles qui s'ouvrent. Et le cinéma, parce que là on parle de cinéma, mais c'est vrai pour tous les autres arts, doit permettre ça. Bravo. Un mot du Catherine Corsini, puisque vous étiez, on parle du Festival de Cannes, le film a été finalement choisi, il est en sélection. Il est en compétition, il est en compétition, il y a deux choses. Et c'est vous qui avez orchestré la conférence de presse. Voilà. Alors on en a beaucoup parlé avant, on en a parlé au moment où le film a été sélectionné, et alors je ne sais pas, vu de Paris, moi j'en ai beaucoup moins entendu parler une fois qu'il a été diffusé. Il y avait des polémiques qui étaient liées sur encore d'autres problèmes, sur lesquels la réalisatrice et sa productrice se sont exprimés dans la presse au moment de la diffusion du film. Si bien que quand on a fait la conférence de presse, on a pu dire on va parler
d'autre chose que de ces polémiques, puisque l'avis des personnes qui sont à la table ont déjà été exprimés. Et c'est à ce moment-là que, alors que tout le monde est d'accord pour ça, la première question qui est posée, enfin moi je pose la première question, puis après c'est les journalistes, c'est une conférence de presse. Donc il se trouve que c'est une journaliste américaine noire qui prend la parole en disant « J'ai aimé dans ce film qui est que le personnage principal soit une femme noire, qui arrive en Corse avec ses 2 filles adolescentes qui sont donc elles aussi noires. C'est un portrait très juste et tout ça. Par contre, je regrette, Madame Corsini, que vous soyez une cinéaste blanche pour parler de ces femmes noires. D'où vous êtes pour parler de ça ?» Alors évidemment, Catherine Corsini s'est défendue en disant excusez-moi, Catherine Corsini, oui, je parle tellement fort que j'ai l'impression que ça passe, mais c'est vrai. Catherine Corsini se défend en disant j'ai quand même le droit. Moi, j'ai rencontré cette actrice quand j'ai fait La Fracture, qui s'appelle Aïssatou Daoussania, qui a d'ailleurs eu le César du meilleur second rôle. Et elle jouait un rôle qui était proche de sa condition, qui était celui d'être soignante. Mais cette femme existe en dehors de son métier, et j'ai eu envie d'écrire un personnage romanesque avec elle. Voilà. Et à ce moment-là, l'actrice, donc cette actrice noire, a pris la parole en disant à la journaliste « Je suis très choquée par votre question. Parce que moi, en tant qu'actrice noire, j'ai été drôlement contente que Catherine Corsini m'offre ce rôle. Qu'elle m'offre le droit au romanesque, le droit de camper un personnage qui est autre chose qu'une femme noire. Je suis une femme qui est une veuve et qui a des problèmes avec l'éducation de ses 2 filles. Et il y a le retour du passé, il y a un secret familial. Voilà, et on va se retrouver face à ce retour-là. Et ce personnage-là, il n'y en a pas assez dans le cinéma, et donc on ne va pas stigmatiser les Blancs qui écrivent des beaux personnages de Noirs. Donc merci Catherine Corsini. Voilà ce qu'a dit la comédienne. Rachid Ami, Manuel Aldu, je crois que vous avez aussi envie de réagir. Non, vous avez fait comme ça. Ouais, on a tous envie de réagir à ça, parce que c'est très intéressant. C'est comme si moi j'étais condamné à faire des films d'immigrés algériens, quoi. Vous imaginez comment ça serait terrible ? Et c'est vrai que quand on parle du droit au romanesque, ça fait des mois que je répète ça. Je revendique mon droit au romanesque, parce qu'on me ramène toujours à mon histoire personnelle. Alors que moi, j'écris un film. Et juste pour dire un mot sur le film de Catherine Corsini, et c'est quelque chose d'important. Je l'ai découvert il y a quelques jours, et je trouve qu'elle a donné des rôles romanesques à 2 personnages qu'on voit rarement au cinéma. C'est-à-dire, c'est des gens dont on parle, c'est des gens qui ont joué des petits rôles dans les films, et tout d'un coup, ils sont au centre d'un dispositif qui n'a rien à voir avec leur ethnie ou leurs conditions sociales, mais avec une histoire familiale, avec une histoire romanesque. Et ça, je trouve que c'est une proposition de cinéma importante, c'est une proposition de cinéma assez rebelle, et qui est nécessaire aujourd'hui. Je voulais juste suggérer le thème du débat de l'année prochaine. C'est que vous avez déjà anticipé sur celui de cette année. Voilà. Dites-nous de quoi on va parler l'année prochaine. On est bien. Non, mais en fait, les gens qui sont offensés, ils ont aussi le droit de le dire. Et ça, je crois que tout le monde l'a dit. Oui, mais donc notre responsabilité. Moi, je suis côté diffuseur depuis de nombreuses années. Du côté des diffuseurs, des financiers, des festivals. Notre responsabilité, c'est pas de refuser d'entendre l'offense, de refuser d'entendre la parole des gens qui sont gênés, voire pire. Au contraire, c'est de ce que vous disiez tout à l'heure, comment on l'appréhende, comment on la prend en compte. Il y a des mécanismes de décision qui sont collégiaux, il y a la pluralité des financements qui laissent une indépendance aux œuvres, mais je ne voudrais pas qu'on termine ce débat en se disant, en fait, surtout ne criez plus jamais, ça va heurter les créateurs, nous on aimerait bien refaire des films misogynes et racistes, laissez-nous un peu tranquilles, ne râlez plus. Non, en fait c'est très bien, je suis un peu provocateur, désolé, mais c'est très bien qu'on entende ces questions. Moi ça m'interroge tous les jours quand on lit des scripts, ou quand je vois des films et des réactions sur des films qu'on a soutenus et que j'ai appréciés. Le film de François Ozon, Mon crime, j'ai entendu des femmes m'expliquer qu'elles le trouvaient très antiféministe et d'autres exactement l'inverse. C'est intéressant comme débat, c'est très intéressant. Voilà, donc c'était juste pour avoir un petit contrepoint. Et vous, je voudrais faire plaisir vous avez à repris le micro. Elduy, oui. Merci, Olivia. Merci infiniment. Moi, j'ai été très offensée lors du dernier festival de Cannes.
J'étais très offensée par... et je pense que j'étais la seule à oser le dire. On n'était pas une meute. J'étais vraiment toute seule à oser le dire. Dans un moment où on nous explique qu'il y a une prise de conscience féministe, et que vraiment, au nom de la prise de conscience féministe, on va vouloir éventuellement refuser que des films soient sélectionnés selon l'attitude d'un ou deux acteurs d'un film. Par contre, sur le message du film de Diams, qui a été, pas sélectionné évidemment, mais qui a été programmé à Cannes l'an dernier, personne n'avait rien à dire. Les cheveux des femmes étaient cachés, la voix des femmes était interdite, pour parler d'une ancienne chanteuse. Mais là, il n'y avait pas d'analyse féministe. Soudainement, l'analyse du message qui était véhiculé par un film qui était quand même une grosse propagande de réhabilitation salafiste, personne. J'étais la seule à être offensée. Alors, je me suis sentie un peu seule, je ne vous cache pas. On est en toupie sur le fait que Johnny Depp monte les marches. L'an dernier, Lajli était juré à Cannes, mais ça, personne n'est offensé. Personne n'est offensé quand quelqu'un était condamné pour séquestration et enlèvement dans un crime d'honneur à connotation sexiste. Moi, je pense que Lajli a le droit à une seconde chance. Moi, je pense qu'on peut être Lajli, avoir été condamné pour séquestration, enlèvement, pour un crime, pour un enlèvement d'honneur sexiste, et monter les marches à Cannes, et faire des films. Et quand on a du talent, on doit être jugé sur ses œuvres. Et moi, je trouve les œuvres de Lajli sexistes. Voilà. Comme ça, vous m'avez entendu, je suis offensée. Mais là-dessus, il n'y a plus de débat. On ne peut pas débattre du message des œuvres, puisque ce qui compte, c'est au fond la couleur de peau de la personne qui monte les marches. Et selon la couleur de peau, s'il est racisé, pas racisé, selon si c'est un modèle clair de majorité, on va protester, on va être très féministe. Mais par contre, dès qu'il s'agit de rentrer dans le débat, le fond, je ne vois pas, en fait, je vais vous le dire franchement, je ne crois pas une seconde à la sincérité de cette sensibilité féministe. Je pense que c'est une superficialité qu'on suit, qui n'est pas encore... Peut-être que le féminisme, c'est lent, vous savez, c'est un processus qui est très intime, et que quand on est vraiment, vraiment, vraiment féministe, il y a des choses qui vous offensent, et il y a des choses qu'on trouve, comme par exemple, je reviens à Just Super, par exemple, Just Super, on n'a pas l'impression que ce soit le truc le pire au monde qui soit arrivé, qui mérite d'être déprogrammé. Donc, encore une fois, je veux bien qu'on soit tous optimistes sur le fait que, bien sûr, on va continuer à être très libre de parler, mais personne ne demande aux gens d'être offensés, d'arrêter de parler. Ils parlent, ils s'expriment. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on élève le niveau de débat, encore une fois, à des vraies préoccupations antiracistes et féministes. Quand on reproche à Catherine Corsini d'avoir fait un film sur une actrice noire, et croyez-moi, c'est que le début, moi-même, je suis en train de renoncer à un film peut-être à cause de ça. Quand on reproche à des artistes ça, eh bien, la prochaine fois qu'ils voudront mettre à l'honneur un personnage minoritaire, ils hésiteront. Et donc, je finis... parce que la boucle se boucle, comme ça. Ne croyez pas qu'il y a d'un côté les gens qui sont pour les minorités et améliorer les représentations et plus d'égalité, et de l'autre les gens qui sont pour la liberté et qui se moquent de ces combats-là. Parce que vous voyez bien que si on empêche Scarlett Johansson de jouer une héroïne trans, eh ben le film ne se monte pas. Parce qu'il pouvait se financer quand c'était Scarlett Johansson, mais quand elle a refusé et renoncé parce qu'on a fait campagne contre elle parce qu'elle n'était pas trans, le film s'est jamais fait. Vous voyez bien que la prochaine fois que Catherine Corsini montrera un film, elle hésitera à mettre un personnage victime de racisme, noir ou arabe, parce qu'elle n'a pas envie qu'on la questionne comme cinéaste blanche. Donc toutes ces hésitations, en réalité, font aussi et défont aussi l'égalité et la représentation des minorités. Elles défendent les libertés et elles défendent l'égalité. Merci. Quand vous prenez la parole, vous rouvrez le débat. C'est une belle chose, Caroline. Mais du coup, je vais donner la parole à Kirsty Mo, qu'on n'a pas entendu depuis un moment et qui souhaitait réagir, et juste après Rachid Ami. Et juste après, si vous le voulez bien, on va arrêter de discuter entre nous et je crois qu'il y a des questions dans la salle, on va ouvrir cette discussion à vous, avec vous. I really support your view, and I think that the work for diversity and the work for the freedom of speech are really tight connected. And of course, one should be able to tell your own story, but also other people should be able to tell your story, because we have different perspectives, and together they will increase the awareness. And I think we have to be absolutely clear that we don't want to avoid controversy. We need the debate, and that is also why cancelling film in a festival is absolutely non-acceptable, because we need the debate afterwards. How do you see it? How do I see it? What did we learn from this? And maybe not the children's movie is the best example for that, but if you can cancel a very critical children's film, what can you do with other films?
And if we want the art of film to keep developing both as a form of art, but also how to educate people and what does it mean to us, it has to contain controversy, and we can't risk that the makers and the programmers are afraid. So we have to be very clear in this, that it's not about avoiding controversy, it's about developing both the climate for makers and how we run the debate. Merci. Moi, j'aimerais juste rebondir sur ce qu'a dit Caroline. Par exemple, moi, j'ai été très offensé par le film de Diams. Et en même temps, c'est bien qu'il existe parce que je trouve que c'est ça la démocratie, en fait. Là, il y a quelque chose de beaucoup plus vicieux qui existe depuis plusieurs années, mais ça, c'est la façon dont on représente la diversité. Moi, ma mère qui est... Voilà, moi, je suis né en Algérie, ma mère aussi. Elle vous dira qu'elle est née française, parce qu'elle est née en 1949. Elle vous dira que la représentation de la femme musulmane qu'elle voit à la télévision, au cinéma depuis 30 ans, ça ne la représente pas du tout. Elle vous dira qu'on colle des clichés sur elle. Et moi, je vous dirais que ces clichés, ils m'ont beaucoup heurté. La représentation de la banlieue, la représentation de toute cette diversité que j'essaie de casser. Et quand je fais pour la France, pour moi, c'est un acte de rébellion, en fait. Je suis en train de montrer ma vérité, ce que moi je vois en tant qu'immigré de réfugié, banlieusard, qui a grandi dans le 93. Voilà, moi, ça c'est ma réalité. Je veux la montrer parce qu'elle a été vachement exotisée. Et pour rebondir juste sur le film de Catherine Corsini, il n'y a pas d'exotisation. Et ça, il faut le dire. Et c'est là où moi, je suis offensé depuis 30 ans et tout le monde s'en fout, en fait, parce que c'est devenu la norme. Et quand on casse cette norme, aujourd'hui, on nous reproche de ne pas jouer dans le cliché. On me dit « Ah, mais t'es pas assez comme ci, t'es pas assez comme ça. Tu devrais être plus comme ci. Mais la femme, leur maman, elle n'est pas comme ça n'existe pas. » Et c'est des choses que j'ai vécues même sur des plateaux télé. Voilà. Et donc, il y a des moments très bizarres. Et donc, je vous rassure que ça m'arrive d'être offensé. Et juste, je trouve ça bien, qu'il y a un peu de tout. Qu'est-ce que vous disiez, Arnaud Desplechin, sur l'offense ? Ah oui, c'est vrai. Alors moi, c'est vrai que je dois beaucoup à Arnaud Desplechin, qui est un peu mon grand frère de cinéma, un peu mon mentor. Il m'a dit, tu sais, moi, j'ai commencé à faire des films pour offenser mes parents. Je devrais faire la même chose. Voilà. On a compris que le baromètre aujourd'hui des créateurs, des producteurs, des diffuseurs, des régulateurs, c'est la loi qui condamne, qui peut punir aussi toutes ces formes de discrimination, le racisme, l'homophobie, les violences sexuelles. Mais on a aussi entendu, à travers votre discussion, que vous êtes parfois confrontés, vous, les régulateurs, les diffuseurs, à des situations où le cadre de la loi ne suffit pas toujours. Et qu'un film peut être aussi porteur de fantasmes ou de représentations qui sont blâmables pour certains, mal perçus pour d'autres, ou au contraire, qui peuvent réveiller peut-être des sentiments plus émancipateurs. Alors on peut terminer sur un dernier exemple, parce qu'on a moins parlé de la transmission, on l'a évoqué sur le Festival international du film de Fribourg, puisqu'on a parlé de la Berlinale, on a parlé de Cannes, qui a souhaité mettre en place, lors de sa dernière édition, un dispositif sous la forme du procès où il reprenait une dizaine de comédies comme Les Monty Python, comme La Cage aux folles, mais aussi des films comme Les Valseuses, et on rediscutait de ce que ces films aujourd'hui peuvent inspirer, provoquer dans l'époque dans laquelle nous sommes, avec une idée de pédagogie plutôt que de démagogie, une idée de pédagogie plutôt que d'effacement. Je vous laisse la parole. Maintenant, on va, si vous le voulez bien, pour une vingtaine de minutes, faire circuler le micro. Je vous rappelle les intervenants, les noms, les titres des intervenants en présence. Rachid Ami, à mes côtés, qui est acteur et réalisateur. Caroline Forest, qui est journaliste, réalisatrice et essayiste. Philippe Rouillet, qui est président du syndicat français de la critique. Louise Lantagne, qui est présidente directrice de l'équivalent du CNC au Québec, et de même pour Kirsti Mo, du côté de la Norvège. Catherine Trottmann, qui est aujourd'hui à la tête du fonds Eurimage. Et enfin, Manuel Alduy, qui représente aujourd'hui le cinéma à France Télévisions. Bonjour, merci beaucoup de la qualité de ce débat. C'était vraiment
très chargé d'émotions. Pardon, il faut que je me mette par là, sinon il y a du reverb. Je suis Valérie Lépine, je suis déléguée de l'UPC Lyon des producteurs de cinéma. Je voulais revenir sur le film de Catherine Corsini, parce que pour moi, l'offense est moins à l'écran que dans les conditions dans lesquelles ce film s'est tourné. Je voudrais rappeler quand même que la liberté du créateur a des limites, qui sont le respect des personnes, et des mineurs en particulier, des mineurs de moins de 16 ans. La France est un pays qui a mis en place un dispositif qui oblige, vous le savez tous, les créateurs à présenter les scénarios de manière à ce que les mineurs soient respectés, les comédiens mineurs soient respectés lorsqu'ils tournent. Un scénario tronqué sur une scène à connotation sexuelle qui met en présence une mineure de moins de 16 ans, il n'y a pas de consentement pour le comédien, pour la comédienne. Ça n'existe pas. Donc, je tiens à dire quand même que l'offense, elle peut être aussi dans les conditions de création et que la liberté d'expression ne justifie pas tout. Merci. Une réaction ? Oui ? Peut-être. Rachid Ami ? Je réagis parce que j'ai fait des films avec des enfants, j'en ai fait 2. Et il y a une régulation qui est très contrainte. J'aimerais juste dire que pour moi, le débat aujourd'hui, c'était vraiment pas sur ce qui s'est passé sur le film de Catherine, mais vraiment sur le contenu du film. Et à aucun moment, ce qu'on a dit ici, c'était pour soit excuser ces comportements, soit les soutenir, loin de là. C'était juste pour parler de cinéma et parler des contenus de manière générale. Et ça a été un exemple parce que, si vous voulez, on l'a accusé d'appropriation culturelle quelque part. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est grave en fait de limiter les créateurs dans leur capacité de travailler. Concernant cet épisode-là, je pense que personne ici n'a voulu le prendre en considération dans notre débat. Voilà. Merci beaucoup. Une autre question dans la salle, une intervention. Bonjour. Bonjour, Radoslav Markov de Bulgarie. Et parce que je suis du Bulgarie, le pays socialiste il était, j'ai beaucoup déjà vu avec qu'est-ce qui se passe maintenant. Parce que, ça c'est après la question, parce que maintenant c'est parce que chez nous, avant 1989, on dit tous les points de vue sont accessibles, mais ce n'est pas écarté de la bonne ligne politiquement correcte. Et aussi, j'ai vu la même chose. Tous son point de vue sont acceptés, mais sans écarter de bonne ligne politique. Et ça m'intéresse. Est-ce qu'on peut avoir les films qui sont pro-russes, anti-Macron, anti-LGBT, mais qui sont financés par l'État? Parce que c'est un point différent de vue aussi. Merci. Ce serait un gage de pluralisme pour vous ou de non politiquement correct, c'est ça? Oui. Est-ce qu'il existe maintenant à l'Ouest les films qui ne sont pas politiquement corrects, mais financés par l'État? Alors, qui veut répondre à cette question importante? Est-ce qu'on pourrait aujourd'hui avoir un film Manuel Alduy pro-russe, anti-Macron, anti ou pro-ChatGPT? Je ne sais pas pourquoi vous avez mélangé les deux sujets. C'est-à-dire notre président de la République et les LGBTQ+. C'était un peu étrange. Mais pour vous répondre, donc France Télévisions, dans les sociétés publiques, on coproduit à peu près 60 films français par an. C'est là comme ça de tête. On en a un en production, le tournage a dû être terminé, il sera prêt bientôt, qui prend le sujet des violences policières. Je pense que ça, c'est pas spécialement commandé par le ministère de l'Intérieur. Le projet, il a été fait avec une pluralité de financement. Il a été refusé par un groupe privé que je citerai pas pour ces raisons, à cause du sujet. Et je pourrais continuer. On a des films, et nous, on était l'heureux coproducteur de Bac Nord, un film qui a été récupéré par une frange politique à sa sortie il y a 1 an et demi. Vous voyez, donc on essaye d'en faire dans tous les styles, mais en revanche, je reviens sur votre deuxième point. Si vous voulez faire un film homophobe, raciste et misogyne, oui, c'est pas sûr que vous nous aurez à bord. Ça, mais bon, est-ce que c'est grave? Caroline Forest. Et juste pour montrer qu'on est quand même là, encore une fois, on peut être d'accord. C'est-à-dire que, encore une fois, promouvoir des valeurs
de haine ne fait pas partie du pluralisme souhaitable depuis notamment le service public, très clairement. Le débat que nous avons là, c'est lorsque des gens n'arrivent plus à lire un message et une œuvre au point d'y voir de l'incitation à la haine, alors qu'il s'agit de la complexité du monde, de la brutalité du monde qui rentre dans une œuvre. Mais quand la haine est claire, vouloir faire un film de haine, non, a priori, c'est plutôt sain qu'il n'y ait pas des fonds publics pour soutenir cette propagande-là, clairement. Et il y aura sans doute la Russie, par contre, sera tout à fait contente de pouvoir financer un projet, si vous en avez, monsieur. Catherine Trottmann, un mot? Ouais. J'ai pas grand-chose à rajouter. Je pense que ça a été très très bien dit à l'instant. Je pense il faut continuer de pouvoir, pour défendre la liberté d'expression, continuer de défendre aussi certains interdits. Excusez-moi d'utiliser un terme que je n'aime pas. Je suis de la génération 68 qui disait il est interdit d'interdire, mais il y a quand même dans les fondamentaux la haine, la misogynie, tout ce qui peut susciter un comportement violent, agressif contre quelqu'un d'autre. Et ce qui peut être à l'origine de la guerre, au travers de l'excès du nationalisme ou des désirs délirants d'empire qui vont jusqu'à exécuter des millions de gens. Donc, ou la pure haine de l'autre, comme on a vu dans la période nazie. Je ne crois pas qu'on arrivera un jour à se départir de ce risque. Il existe, il est plus complexe aujourd'hui, il faut donc l'aborder avec une certaine prévention. Et la prévention, c'est d'avoir des organismes publics qui fonctionnent avec cette garantie de liberté qu'ils accordent, parce que ça fait partie, je dirais, de la responsabilité de garantir les libertés, et c'est en même temps de rappeler qu'effectivement, j'ai pas parlé, par exemple, dans les valeurs du Conseil de l'Europe, de la pédopornographie, par exemple, qui est un sujet que nous avons eu à traiter aussi dans certains projets de films. Est-ce qu'on était dans une dérive ou pas une dérive? Est-ce que, et ça, on l'a su également dans d'autres, dans des films, mais aussi dans la littérature. Donc, je ne crois pas qu'il puisse y avoir de situations non débattues et sans risque lorsqu'on va aux limites de l'ambiguïté. Voilà. Mais nous devons laisser aussi la chance à l'ambiguïté de bouger les lignes. Parce que sinon, on aura un monde divisé et je ne crois pas que ce soit ça que l'on cherche. Merci Catherine Trottmann. Louise Lantagne, le temps peut-être que le micro circule dans la salle. S'il y a une autre question, est-ce que vous pouvez lever la main? On vous écoute. Normalement, ça marche. Ouais. Ça marche. Très court, en tant qu'organisme public qui finance le cinéma au Québec et qui est principal bailleur de fonds des films canadiens, la haine, c'est non. Merci. Voilà, nous, en tant qu'auteurs, le jour où il y aura un film pro-russe, anti-tout, un film de haine, je peux vous dire une chose, c'est qu'on sera vent debout contre ça. Et je pense que les producteurs, ce sera la même chose. Et donc, ouais, nous, on sera vent debout contre ça. C'est-à-dire, il y a des limites. La liberté, elle est encadrée. Et donc, un film sur la haine, ça ne peut pas arriver. Je pense que vous ne verrez jamais un film pro-LGBT en Russie. Donc, vous ne verrez pas de film pro-russe ici. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Ou une remarque, peut-être aussi? Votre avis nous intéresse. Est-ce qu'en arrivant dans cette salle, vous pensiez différemment? Est-ce que ça a fait évoluer votre réflexion sur cette question? Pardon. Alors, si vous me permettez une remarque, oui. Justement. Depuis tout à l'heure, je pense au titre du débat, au risque de l'offense. Et en fait, là où je le trouve intéressant, c'est que, comme tout est exacerbé aujourd'hui, c'est qu'en écrivant au risque de l'offense, moi je pensais, mais finalement, moi ce que j'aime bien au cinéma, c'est être dérangé, pas être offensé. Et le problème, c'est que dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, si finalement tout le monde est vent debout, qu'on peut plus débattre des films de Polanski, qu'on peut plus débattre des films de Woody Allen, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps sur Twitter, c'est pour ça que j'en parle. Je me dis qu'on risque d'arriver à un moment donné où on va plus arriver à être accepté à être dérangé. Et ça, moi, ça me pose vraiment question en tant que cinéphile. J'ai envie de me dire,
ce film-là, je ne sais pas si je vais aller le voir, il n'est peut-être pas dans ce que je crois, dans ce que je pense, dans ce que je vois du monde, mais j'ai envie, finalement, de me dire, je vais peut-être changer d'avis, je vais peut-être changer de point de vue, je vais peut-être me poser les questions différemment. Et ça, c'est le vrai danger. Et moi, ce que j'espère, c'est qu'il y a dans ce débat et dans ce qu'on se dit, c'est que je crois beaucoup aussi à l'école et au fait qu'à l'école, on puisse avoir une éducation aux médias, qu'on puisse parler d'Orange Mécanique, qu'on puisse parler de tous les films qui, à un moment donné, ont montré un monde différent, ont posé des questions différemment, ont fait changer des points de vue. Je veux qu'on puisse parler de Naissance d'une nation de Griffith. On ne peut plus parler de Naissance d'une nation de Griffith aux États-Unis maintenant. Je veux qu'on puisse parler de tout ça. Et de fait, je pense que même le mot offense, finalement, qui est très fort, qui est extrêmement significatif et que je peux comprendre, finalement, il est interprété, je pense aujourd'hui, par « je veux plus être dérangé ». Et ça me dérange. Merci beaucoup. Caroline ? C'est très juste ce que vous venez de dire. Et c'est exactement ça, je pense, l'enjeu de nos débats. C'est-à-dire qu'effectivement, si l'université n'est plus un lieu où on peut apprendre le débat contradictoire, à être dérangé dans ses certitudes, à étudier des œuvres dérangeantes du passé, or on sait que c'est ce qui est en train d'arriver. C'est le cas dans les universités américaines, et ça vient ici en France. Donc le cinéma est chargé aussi de cette responsabilité de compenser cette fermeture par le fait de maintenir la porte ouverte au fait d'être dérangé. Parce qu'en plus, comme l'université n'enseigne plus l'esprit critique, l'enseigne évidemment, mais que ça se restreint, et je peux vous dire qu'il y a des professeurs de dialectique qui ont perdu leur boulot aux États-Unis, que je connais, qui m'ont invité à faire des conférences, qui pleuraient quand ils m'ont raccompagné parce que je pouvais encore dire des choses sans avoir peur d'être licencié que eux ne pouvaient plus dire. Et donc si aussi, dans le cinéma aussi, je vois la même peur monter, c'est ça qui commence à m'angoisser, sincèrement. Et je vois bien que comme on est dans un âge qui est de plus en plus identitaire, de moins en moins philosophique, où justement la dialectique n'est plus entretenue, n'est plus stimulée ni par les universités ni par le débat, on se retrouve avec un littéralisme qui va tuer des œuvres, soit par l'autocensure, soit par une incompréhension. Et je finis juste sur un exemple au Palais de Tokyo, on l'a abordé en introduction. Ce tableau qui a été attaqué par un... Alors, c'est pas un jeune, hein, c'est pas une génération Z, c'est un monsieur de 83 ans d'extrême droite qui a jeté de la peinture sur ce tableau. Ce tableau qui est une dénonciation d'une artiste peintre de 81 ans des crimes de guerre, où on voit un corps puissant qui oblige un corps plus faible à une fellation. Les gens ne sont même plus capables de comprendre que la différence des corps montre justement un rapport de domination et que ce tableau ne glorifie pas le viol, il le dénonce. Moi, j'ai peur demain que dans nos films, par exemple, on ne puisse plus montrer des scènes de viol filmées du point de vue de la personne agressée, parce que le spectateur ne saura plus faire la différence entre une scène de viol qu'on filme du point de vue du violé et qu'on ne filme pas du point de vue du violeur. À l'inverse, j'aime vivre dans un monde où quand les gens regardent une scène de viol, ils se posent la question de si la caméra est du point de vue du violeur ou du point de vue du violé. Et c'est entre ces deux interprétations-là qu'on construit un monde complexe. Et vous avez raison, monsieur, qu'il faut accepter d'être dérangé et en même temps d'être plus conscientisé. Ça doit aller en même temps. Oui, c'est toujours la question de l'émission et de la réception sur laquelle on a discuté depuis plus d'une heure, hein, l'intention de celui qui montre, qui parle, et la question de la réception. Qu'est-ce qui importe aujourd'hui ? Et vous l'évoquiez à propos de ce tableau de Myriam Khan, donc exposé et qui a été attaqué, ce tableau, au Palais de Tokyo. Est-ce qu'on termine ? Il y a encore des questions, des réactions ? On peut peut-être terminer en une phrase chacun. Finalement, non pas votre définition du cinéma, mais puisqu'on disait après tout, c'est ce que vous évoquiez très justement, monsieur, quel est le rôle de l'art, quel est le rôle du cinéma ? Déranger, choquer, offenser, nous plaire ? Qu'est-ce que vous diriez ? On se fait un dernier tour de micro et puis on va déjeuner. Louise. Le phénomène de la pensée unique est horrifiant. Alors, vive les paroles diversifiées dans le respect et la qualité. Philippe Rouillet, le cinéma et l'art en général doit être synonyme d'ouverture d'esprit de ceux qui le font et des consciences de ceux qui le regardent. Caroline Forest. L'art, c'est un point de vue sur le monde et on doit pouvoir donner ce point de vue en étant dans sa sincérité, dans sa complexité. Plus l'art est complexe, plus le monde est complexe, plus on cherche à purifier l'art, à le rendre plus normatif,
moins le monde est complexe. Et encore une fois, vous avez parlé de la réception. Restons collectivement éveillés pour garder une réception complexe qui permettra une création complexe. Rachid Ami. J'adore cette sonnerie. Non, moi j'aimerais dire vraiment à quel point la liberté de créer est indispensable pour retrouver du cinéma dans les salles aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, proposer des films qui dérangent, qui questionnent, qui nous ouvrent au monde, c'est indispensable pour les metteurs en scène, en tout cas. Et j'aimerais saluer notre système français, que j'espère on pourra préserver, qui est un système qui nous permet de créer aujourd'hui. Je pense beaucoup à France Télé, qui en ce moment qui a été un peu malmené de manière violente et injuste. On a besoin de ces acteurs publics qui continuent de promouvoir la diversité de points de vue du cinéma. Et pour finir, j'aimerais juste rappeler quelque chose. Quand on commence à dire qu'il y a une pensée correcte et une pensée incorrecte, quand on veut effacer le passé, c'est un peu la révolution culturelle en Chine, quand on a brûlé les livres et qu'on a forcé les gens à penser quelque chose. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter quand on vit dans une démocratie. Voilà, on peut peut-être aussi citer notamment Arte, et ce n'est pas les seuls diffuseurs, mais comme on est dans une perspective aussi, non pas seulement franco-allemande, mais européenne et internationale dans cette discussion, de rappeler les engagements aussi des diffuseurs européens en la matière. Et c'est pour ça que je vous donne tout de suite la parole, Kirsty Mo, pour votre mot de conclusion. Quel cinéma défendez-vous ? What kind of cinema we are defending? I think I would really take the opportunity to thank the French film community for their contribution to keeping this debate alive. Because what I really am afraid of is that we are seeking productions that will lower the intensity of the debate, and I think it's really valuable. And I think that the aftermath after what happened at the Berlinale is that the debate has actually been going up. The temperature has been rising, and I think that arrangements like this is really, really valuable, and I'm so happy to be invited, so thank you for that, and thank you for my new French friends. I think we will see much more contribution between the Norwegian and French film community in the future. Thank you. Merci beaucoup. Catherine Trottmann. Oui, alors, derrière notre débat, il y a une question, elle a été abordée à propos des plateformes, c'est celle du cinéma indépendant. Si vous me posez la question de ma conception du cinéma, c'est d'abord de pouvoir continuer de militer, comme je l'ai fait pendant des années, pour un cinéma libre, indépendant. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est vive la coproduction, parce que la coproduction est une ouverture, est une découverte sur d'autres visions, d'autres pratiques, d'autres cultures, et c'est une remise en question par rapport à la façon dont on se situe, je dirais, nationalement ou personnellement, et c'est toujours utile. Je pense par exemple au rôle de la Suède qui nous a amené il y a des années à engager une action positive pour la place des femmes dans le cinéma. Enfin, je dirais que pour moi, le troisième point, c'est la culture comme décalage du réel. Le décalage du réel, c'est le droit à la fiction. Et la fiction la plus libre possible, c'est celle qui permet à l'artiste de réaliser son œuvre. Voilà, c'est ce que j'ai à dire sur le cinéma. Merci beaucoup, Catherine Trottmann. Et on a commencé avec vous, Manuel Alduy. On va finir avec vous. Et sitôt après, on va retweeter votre phrase. Donc faites attention à ce que vous dites. Hein. Votre définition du cinéma. Je pense... la pression. Il faut que la critique reste aussi libre que les créateurs. Et on ne doit pas s'enfermer à critiquer trop la critique. Voilà. Je ne dis pas ça parce que je ne pense qu'à ça, c'est plus pour avoir un complément des propos qui ont été tenus avant. Et quel cinéma défendez-vous ? Le plus diversifié est exactement le cinéma que nous soutenons aujourd'hui sur France Télévisions. C'est pas pour faire la promotion du service public, mais il en faut pour tous les goûts, tous les genres, tous les âges, toutes les cultures et tout le monde. Voilà, je pense que le Festival de Cannes est plutôt assez exemplaire de ce point de vue-là. Merci beaucoup à vous tous d'avoir été avec nous ce matin. Énorme merci pour votre attention et d'avoir permis que ce débat soit serein, posé.